Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à la conférence en ligne dailyfx comme le dernier vendredi de chaque mois. Nous sommes le vendredi 26 février 2016. Je suis accompagné donc d'Antoine Quesada, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Antoine Quesada, analyste technique, stratégiste de marché, formateur de renom. Vous allez le découvrir ce matin. Il va se présenter. Donc Luc Vaudan n'est pas avec nous ce matin à Paris. Parce qu'il donne une formation actuellement à Barcelone, donc dans les locaux de formation de Boursier Assistance à Barcelone. On l'appellera tout à l'heure et puis voilà, on fera un petit coucou à l'assistance. Mais ce matin, ce que je vous propose pendant 2 heures, c'est de découvrir Antoine Quesada, que vous connaissez probablement pour la plupart, un formateur en analyse technique, un stratégiste de marché, un trader qui a sa propre méthode et donc qui va vous l'expliquer en détail. On va discuter, une conversation. Et puis on viendra petit à petit donc à la façon de trader, peut-être des stratégies intraday. Donc n'hésitez pas tout au long de cette présentation à laisser des questions. Je pense que là vous m'entendez correctement. Donnez-moi aussi un commentaire sur la façon dont vous recevez le son. Je pense que ça doit bien se passer. Alors le programme de la conférence aujourd'hui, comme chaque dernier vendredi du mois, des experts externes qui viennent. Donc entre 9 heures et 11 heures, Antoine Quesada et donc Luc qui ne sera pas avec nous ce matin ici à Paris, mais qu'on appellera parce qu'il donne une formation à Barcelone. Entre 11 heures et 13 heures, voilà, merci de me confirmer que le son est parfait, c'est super. Donc entre 11 heures et 13 heures, je recevrai donc Alix Bacos et Alexandre Guégo qui vont vous montrer comment en direct on peut piloter son allocation d'actifs avec la plateforme FXM. Vous allez voir, c'est une macro hyper simple qui vous permet donc de télécharger les datas de la plateforme dans un Excel assez simple et derrière donc gérer en temps réel son allocation d'actifs. Donc voilà, gérer la façon dont on investit ses capitaux entre les indices boursiers, les matières premières, les taux de change, les contrats de taux. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ce sera très structuré, donc il faudra être attentif aussi entre 11 heures et 13 heures. À 13 heures, entre 13 heures et 14 heures, je recevrai Jean-Christophe Ninet, un trader à succès, vous allez voir, qui a transformé son capital de trading, qui a une méthode claire. Il sera en compagnie de Tarek Elmari, Jean-Christophe Ninet qui devient donc un formateur chez Crescendo Trading. Entre 13 heures et 14 heures. Vous viendrez le découvrir, vous pourrez donc lui poser des questions. Et enfin, entre 14 heures et 16 heures, une session de trading live, donc sur compte réel, avec Benoît Fernandez Riou, spécialiste du trading sur les paires de devises exotiques. 2 heures de trading live, donc sur les taux de change exotiques, entre 14 heures et 16 heures, avant de clôturer entre 16 heures et 17 heures, avec la présentation d'un guide sur la gestion de l'effet de levier de la marge pour mieux trader. Voilà donc le programme de la journée. Vous le retrouvez sur le site DailyFX. Bienvenue, bonjour à tous. Merci de m'avoir confirmé que le son est bon. Et donc, bonjour Antoine Quesada, bienvenue. Je suis très heureux de vous recevoir. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Oui, je suis Antoine Quesada, je suis ravi d'être là pour la première fois. Un petit peu impressionné de voir tous ces ordinateurs dans cette salle avec tous ces professionnels. Moi, je suis un autodidacte qui a appris un petit peu sur le tas, comme on dit. Et donc aujourd'hui, je suis le formateur principal de l'école internationale de trading basée à Paris. Voilà, j'enseigne une stratégie que j'ai mise au point au fil des années. Comme je vous le disais, en autodidacte, j'ai découvert l'analyse technique. Je me suis rendu compte que c'était une formidable boîte à outils qui permettait de traduire sous forme de graphiques donc visuels, de traduire le comportement des investisseurs. Et j'ai bien vite compris, alors que je n'y connaissais strictement rien, comme tout débutant, j'avais juste un plan d'épargne en action et je me rendais compte qu'en suivant les conseils des uns et des autres, je n'arrivais pas à gagner de l'argent. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Quand on me disait il faut acheter cette valeur parce que l'entreprise a eu de bons résultats cette année. Et comme par hasard, les marchés se retournaient à ce moment-là. Je me dis c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc un jour, simplement en regardant un journal financier comme tout le monde, j'ai vu un cours d'une action qui faisait le yo-yo entre 2,15 et 2,45. Là, mes stagiaires, enfin ceux qui me connaissent, connaissent cette anecdote puisque c'est celle qui m'a mis le pied à l'étrier. Pour ne pas la nommer, c'était l'action Alcatel en 2003. Et je me suis donc rendu compte que cette action, elle faisait le yo-yo. Elle allait sur un canal finalement, hein, de 15 de 45, de 15 de 45, de 15 de 45. Si j'achète à 2,15 et je revends à 2,45, je vais gagner. Bon, ça avait l'air basique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, ça a fonctionné. Et ça a fonctionné une fois. Et le fait que ça fonctionne une fois, ça ne pouvait que renforcer la probabilité que ça continue à le faire. Et donc, ça l'a refait une deuxième fois. Ça ne l'a pas refait une troisième fois. Mais ça m'a suffi pour comprendre que la bourse, ça n'était pas, ça n'était pas du hasard. J'avais gagné 2 fois à 2 reprises sur
en me basant simplement sur la probabilité que quelque chose qui se reproduisait vienne à se reproduire une fois de plus. Donc à partir de là, j'ai compris que n'étant pas du hasard, la bourse, ça pouvait s'apprendre. Et si ça pouvait s'apprendre, j'avais décidé de l'apprendre. Hein. Donc évidemment, comme tout débutant, j'ai commencé par acheter un bouquin d'analyse technique pour voir quels sont ces outils qui permettent de lire un peu mieux le marché. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre en place des stratégies d'abord basiques que j'ai améliorées au fil des années jusqu'à arriver à être profitable avec une probabilité forte et, à me faire plaisir surtout dans ma vie au quotidien. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément dévoiler toute ma méthode ici. Ce n'est pas que si je me mets à parler, je peux parler pendant une semaine non-stop des marchés financiers et de ma façon de les lire. Le but, ce serait de vous montrer que effectivement l'analyse technique aujourd'hui est incontournable. L'analyse technique, c'est le vrai prix du marché. C'est la résultante du comportement de tous les investisseurs du marché, aussi bien les gros investisseurs, les institutionnels, que les particuliers, ceux qui pensent que le marché va monter, ou ceux qui pensent que le marché va descendre, et tout ça, ça fait un prix du marché. Or, je me suis vite rendu compte que les prix du marché étaient souvent décorrélés de la vraie valeur, la valeur fondamentale d'une action, d'une entreprise. Et que forcément, on pouvait avoir raison sur la valeur et tort sur le prix. Avoir tort sur le prix, ça veut dire perdre de l'argent, alors qu'on a une bonne analyse fondamentale. Et ça, c'est pas c'est pas très plaisant. Hein. C'est d'ailleurs, il y a beaucoup sur la place de Paris, beaucoup d'analystes fondamentaux qui ignorent l'analyse technique. Je trouve ça dommage avec Antoine, mais ça change. Alors c'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, mais on en discutait tout à l'heure avec Antoine. On est persuadé que tout bon gérant, même partisan uniquement de l'analyse fondamentale et des méthodes classiques pour valoriser une action, n'importe quel actif en bourse, regarde à un moment ou à un autre un chart. Absolument. Plus que par le passé. Je pense qu'aujourd'hui, de toute évidence, l'honnêteté des uns et des autres pousse à admettre que l'analyse fondamentale n'est pas suffisante. Elle ne suffit pas, en tout cas, pour avoir le bon timing sur les marchés. La difficulté, c'est pas d'avoir raison sur la hausse ou la baisse, c'est d'avoir raison au bon moment, c'est-à-dire d'avoir le bon timing pour exploiter une hausse ou une baisse. C'est ça la difficulté. Parce que sinon, après tout, ça serait pile ou face, ça monte ou ça descend, mais ça n'est pas aussi simple que ça. Il faut avoir le bon timing. Et le bon timing, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc concrètement, nous, ce qu'on va essayer de faire ce matin, Antoine, c'est découvrir une partie de ta méthode. Je pense qu'on peut prendre un peu du recul sur quelques graphiques de long terme, des choses qui te parlent, les gros outils d'analyse technique, puis on en viendra petit à petit à des stratégies de trading, puis on verra, peut-être qu'en intraday, tu vas voir quelque chose. Tu veux commencer par quoi? Alors, on va mettre en évidence les outils que j'utilise, en fait, puisque ma philosophie de méthode, c'est de rentrer dans une tendance que j'ai au préalablement identifiée. Je ne serai jamais celui qui va amorcer une tendance. Il faut être un gros investisseur pour être celui qui amorce la tendance. Donc, on ne sera jamais l'acheteur au plus bas. Donc, j'ai besoin d'identifier une tendance, que je vais appeler une tendance primaire. Là aussi, je vais utiliser des choses d'analyse technique pure. Monsieur Do, au 19e siècle, a été le premier à identifier les tendances comme primaires, secondaires et tertiaires. Évidemment, je vais travailler avec trois unités de temps pour me permettre de faire le tri entre ce qui est une tendance fondamentale, donc la principale, la tendance secondaire et la tendance tertiaire. Pour ça, donc, je vais utiliser les chandeliers japonais et je vais utiliser plusieurs outils. Alors Vincent, parce que c'est Vincent qui va manipuler, je n'ai pas la maîtrise de la marketscope. Voilà, moi je vais ajouter ce qu'il faut. Donc Vincent, si vous voulez bien, on est en chandelier japonais, on va mettre la bande de Bollinger avec sa moyenne mobile à 20 unités de temps. Donc les bandes de Bollinger, je change pas le paramétrage. Non, c'est le paramétrage standard. Normal, ok. Tout à fait. Juste on gonfle un peu la taille, voilà. Voilà. Ok. Donc on est en données journalières. On est en données journalières. Avec les bandes de Bollinger. On va rajouter les outils nécessaires. Donc je vais utiliser un stochastique, le basique aussi, un 14.3.5 dans son paramétrage. Alors j'ai stochastique rapide, lent ou le normal. Le normal, pourvu qu'il soit bien paramétré sur 14.3.5. Alors là, il est paramétré sur alors, il faut mettre 14, 3 et 5. C'est ça. 14, 3, 5 pour la stochastique. Et c'est un paramétrage par défaut ou pourquoi en fait ce paramétrage? Il y a une raison particulière?
C'est le paramétrage, non, qui était un standard dans le logiciel que j'ai utilisé, qui fonctionne super bien pour ma stratégie, donc qui me permettait de voir, voilà. Ok. Je vais le gonfler aussi en taille qu'on voit un peu mieux. Donc les bandes de Boulanger standard. Voilà. Je vais utiliser ensuite une moyenne mobile à 8 unités de temps, une exponentielle. Donc une exponentielle, ok. Donc moyenne mobile exponentielle à 8 unités de temps. Mieux. Voilà, donc on a les bandes de Boulanger paramétrage standard, l'indicateur de stochastique paramétré en 14.5, 14.3.5, voilà. Et la moyenne mobile exponentielle à 8 jours ici, donc à 8 périodes, mais à 8 jours. Tout à fait. Alors je vais rajouter à ça, bon, ça ne sera utile qu'en day trading, là on va peut-être s'en passer, parce que j'utilise les points pivots lorsque je fais de l'intraday. D'accord, ok. Mais bon, pour le moment on va pas les mettre ici. Voilà, et j'ai un autre indicateur, mais qui n'est peut-être pas indispensable là, on va se limiter à ça. D'accord. Voilà mes outils de base. D'accord. Ensuite, évidemment, pour déterminer une tendance, je vais me baser sur 3 unités de temps. Donc l'unité de temps la plus longue sera ma tendance primaire. Là aussi, j'utilise strictement la théorie de dos. Hein. Alors là, pour parler en langage quotidien, et mes stagiaires savent à quel point j'utilise des métaphores, je dirais que si je devais me baigner en France, c'est-à-dire dans un pays tempéré, il vaut mieux que ce soit l'été, d'une part, mais ça n'est pas forcément tous les jours de l'été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut que ma tendance primaire soit haussière, c'est-à-dire que ce soit l'été, c'est-à-dire une période favorable pour la baignade, mais pour autant, il y a des jours où je ne vais pas pouvoir me baigner. Ça veut dire que ma tendance secondaire, elle n'est parfois pas dans le sens de la primaire. Non, il fera pas beau l'été, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas me baigner s'il ne fait pas beau l'été. Donc, j'aurais besoin que cette mauvaise journée d'été se transforme en belle journée d'été, c'est-à-dire le lendemain ou le surlendemain. Ouais. Et à ce moment-là, je vais avoir une concordance de tendance. C'est-à-dire que ma tendance secondaire, elle va être dans le sens de la primaire. Il y a une question, je ne veux pas t'interrompre Antoine, dans le sujet, quelles sont justement ces 3 unités de temps que tu utilises? Alors pour le day trading, je vais utiliser le 4 heures en primaire, le 30 en secondaire et le 5 minutes en tertiaire. Donc le 4 pour le day trading, le 4 heures en primaire. Oui. Le 30 pour la tendance secondaire. Le 30 pour la tendance secondaire. Et le 5 minutes sur le tertiaire. D'accord. On regardera tout à l'heure. Pour du plus long terme, et tout à l'heure, j'aimerais bien vous montrer un graphique de long terme sur le crude oil, parce que c'est assez bluffant. Évidemment, c'est l'actualité, puisqu'on en parle depuis très longtemps. Et enregistrer ton modèle et on va l'appliquer sur tous les graphiques. Et mes stagiaires savent à quel point, déjà depuis l'été dernier, on avait un magnifique signal vendeur sur le pétrole, hein, à $52 sur le crude oil. Alors que beaucoup par la suite se sont étonnés de cette baisse. Il se trouve que graphiquement c'était écrit, en fait, hein, le comportement de l'ensemble des investisseurs faisait que le marché prévoyait en quelque sorte cette baisse. J'applique le modèle Antoine, voilà. Comme ça, on a sur tous les graphiques. Donc j'ai enregistré le modèle Antoine avec les Boulanger, la MM8 et la stochastique. Donc là, dans l'exemple du crude oil, pour revenir aux 3 tendances, j'ai pris comme tendance principale, comme tendance primaire, le trimestriel. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre un graphique en trimestriel. Alors j'ai semaine ou mensuel, là j'ai pas le trimestriel. On peut pas mettre 3 mois? Non. Ah. Enfin si je peux mettre alors, années, ce sera, ouais. Alors, bon, ça fait rien. Alors, le trimestriel, alors mettons-nous en mensuel. Allez. Vous allez voir pourquoi je vous montre mensuel. Voilà. Alors, sans rentrer dans les détails, mais je suppose qu'évidemment vous voulez que je vous apprenne des choses. C'est pas pour rien que j'ai pris une moyenne mobile à 8 unités de temps. Vous remarquerez qu'elle est forcément beaucoup plus réactive que celle à 20. La 20 étant la médiane de Bollinger, moyenne mobile très importante, très utilisée, qui correspond, je dirais, à un horizon humain, hein, puisque 20 jours ou 20 déjà, il y a une vingtaine de jours de travail dans un mois. C'est un cycle qui est très propice, qui est très proche de notre comportement humain. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que mon goût pour l'analyse technique n'est pas mon goût pour de la technique pure. C'est l'analyse technique qui permet de traduire le comportement des investisseurs, c'est-à-dire la psychologie des investisseurs, c'est-à-dire la psychologie du marché. Et on peut avoir raison en lisant la psychologie du marché, alors que celle-ci va à l'encontre de toute règle a priori fondamentale. C'est ça qui m'a bluffé dès le départ, c'est ça qui m'a incité à persévérer dans cette voie et arriver à mettre en place des stratégies très pointues avec une grande efficacité. Bon, je reviens donc sur le graphique que nous avons là. Donc la moyenne mobile 8
évidemment, étant plus courte que la moyenne mobile 20, elle passe très rapidement en dessous. Là, vous remarquez qu'elle est en dessous de la moyenne mobile 20. La 8e. Voilà. Donc là, on n'a pas la possibilité de se mettre en graphique trimestriel, mais quand vous voyez ici les chandeliers japonais qui sont des mois, hein, chacun, vous remarquerez, si on pouvait se mettre en trimestriel, que on aurait la moyenne mobile 8 sous la moyenne mobile 20 également. D'accord? Donc le trimestriel, pour moi, est baissier, avec la moyenne mobile 8 qui est sous la moyenne mobile 20. Je vous fais grâce de l'essoufflement du petit canal horizontal et la cassure qui a eu lieu là, hein, en cassant un support oblique ascendant. 2014. Voilà. Donc le trimestriel était baissier, c'était ma tendance primaire. C'est-à-dire qu'à partir de là, je considère que j'ai un potentiel de baisse qui est énorme, sauf que je n'ai pas le timing. Bien entendu, avoir raison sur la tendance, c'est pas très compliqué en soi. C'est d'avoir le bon timing pour décider de rentrer sur le marché. Donc, excusez-moi, donc le trimestriel étant ma primaire, le mensuel devenait ma secondaire, qui est ici. Et donc, je peux dire que ma tendance secondaire est dans le même sens que la primaire. C'est comme si je vous disais, en hiver, je veux faire du ski, mais il faut qu'il y ait de la neige. L'hiver ne suffit pas s'il n'y a pas de neige. Donc là, on pourrait dire que, effectivement, la tendance primaire était baissière, la tendance secondaire l'était également. Donc j'ai une concordance de facteurs, comme dans la vie de tous les jours, hein, une concordance de facteurs qui me donne une très forte probabilité dans cette notion de tendance baissière. Je ne me trompe pas sur la tendance qui est baissière. La question ensuite, c'est à quel moment je considère que je vais pouvoir rentrer dans cette tendance baissière. Ouais. Et c'est là qu'effectivement la tendance tertiaire a besoin d'être analysée, et c'est là qu'évidemment la valeur ajoutée de ma méthode va me permettre de trouver un signal qui me permet d'exploiter avec une grande probabilité cette tendance primaire et secondaire qui vont dans le même sens. Donc la tertiaire ici, ce serait un hebdomadaire. Donc on va se mettre en chandelier japonais hebdomadaire. Alors au préalable, on aurait pu tracer des canaux baissiers. Évidemment, vous les imaginez depuis chez vous, a fortiori si vous avez un ordinateur, vous savez comment ça se passe. Nous sommes en weekly. Voilà. Et ici en weekly. Question d'ailleurs déjà d'Anthony. Bonjour Antoine, n'est-il pas préférable d'utiliser dans ce cas deux bandes de Bollinger avec des déviations différentes? Ce que je peux vous dire, c'est que avec tous les outils qui existent, on peut faire des combinaisons à l'infini. Et je ne vais pas dénigrer un outil par rapport à un autre. Je dis simplement que, comme une recette, mais c'est pas péjoratif de parler de recette, une recette de cuisine. Dans une recette de cuisine, les ingrédients peuvent être dosés différemment. Le résultat n'est pas forcément le même. L'important, c'est qu'il soit délicieux au final. Il y a des combinaisons à l'infini. Donc, je ne pourrais pas vous dire si votre suggestion serait pertinente dans cette méthode ou peut-être moins pertinente que le choix des outils que j'ai fait. C'est une recette avec des outils. Et cette recette fonctionne. Après, avec d'autres outils, d'autres combinaisons peuvent également fonctionner. Hein. Mais disons que mon choix c'est porté sur cette stratégie-là. Et souvent, choisir, c'est éliminer. L'important, c'est de choisir ce qui fonctionne bien ensemble. Donc, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu prise. Donc ici, sur ma tertiaire, sans rentrer sur les détails, mais je vais être obligé quand même d'en parler, j'ai souvent entendu des échos sur les formations que j'ai pu faire, évoquant cette notion de divergence. Oui, c'est une méthode basée sur des divergences. Une divergence, c'est un outil, au même titre qu'une bande de Bollinger, au même titre qu'une moyenne mobile. C'est un outil et c'est surtout une notion. Un stochastique va vous donner une notion de surachat et de survente, bien entendu. Mais cette notion de surachat et de survente, elle n'est pas suffisante pour prendre une décision. Les notions de divergence sont, je dirais, un outil très précieux qui permettent de voir une anomalie dans le comportement du cours par rapport à ce que fait l'indicateur. Donc dans le cas présent, j'avais une notion de divergence que je pouvais exploiter. Alors une divergence qui est une divergence cachée, alors elles ne sont pas plus cachées que les autres, c'est le nom qui leur a été donné. Et ce sont des divergences qui permettent de prendre le train en marche. Dans le sens bien entendu de la tendance. Et donc, oui, je vais prendre un petit verre d'eau, j'ai la voix un petit peu prise. Et donc, une divergence cachée permet de prendre le train en marche d'une tendance. Évidemment, il a fallu d'abord s'assurer que la tendance qu'on a déterminée était fiable. C'est la raison pour laquelle je
Je ne rentre jamais sur une divergence cachée sans avoir au préalable identifié la tendance de fond, la primaire et la secondaire. Donc là, sur une tertiaire qui n'est qu'une variation d'une secondaire et d'une primaire, je vais exploiter les divergences cachées pour prendre le trait en marche. Voilà. Et donc, si vous regardez bien, si vous regardez le sommet de l'indicateur ici et le sommet de l'indicateur là, j'ai un segment qui monterait ici, alors que si je me mettais à l'aplomb au niveau du cours, j'ai un segment qui descend. Donc là, il y a une divergence cachée, baissière, qui met en évidence une fin de respiration. Et ici, c'est-à-dire sur cette bougie-là, c'est-à-dire en juillet 2015, donc juillet dernier, j'avais un magnifique signal vendeur, donc de prise de position baissière à 52 dollars sur ce signal. Alors que le fondamental ne prédisait pas cette baisse. Et le comportement de l'ensemble des investisseurs, quelles qu'en soient les raisons, et ça les raisons je ne pourrai jamais les connaître, on n'est pas dans la tête de tous ceux qui pensent et qui ont des idées, moi je me base sur ce que font les investisseurs, et là le marché me laissait entendre qu'on allait casser et qu'on allait descendre à 52 dollars, qu'on avait un signal de vente à 52 dollars sur le baril. Il y a une question, pourquoi la divergence cachée est mieux que la divergence standard? Elle n'est pas mieux, elle est différente. Une classique traduit un retournement de tendance. Et je vais exploiter des retournements de tendance, par exemple, lorsque ma tendance secondaire est contraire à ma primaire. En clair, c'est l'été mais il pleut. J'aurais besoin que cette journée de pluie se transforme en journée d'été, en belle journée ensoleillée. Donc il me faudrait une divergence traditionnelle, une classique, qui va parler de retournement de tendance. Si cette journée de pluie se retourne et devient donc une belle journée, je vais être en accord avec ma tendance primaire qui est l'été. Et à ce moment-là, effectivement, je vais pouvoir exploiter cette divergence-là. Je n'exploiterai jamais une divergence sans avoir fait une analyse d'une tendance au préalable. Une divergence, donc la classique en l'occurrence, celle que l'on connaît tous, qui est la plus connue, je n'en ai inventé aucune, je n'ai inventé aucun outil, je me répète. Cette divergence classique que la plupart des gens qui font de l'analyse technique connaissent, moi je vais l'utiliser simplement lorsque ma tendance secondaire est contraire à la primaire. Et à ce moment-là, je vais m'en servir pour rentrer dans le sens de la primaire, puisque ma secondaire se retourne dans le bon sens. Ok ? Et pour donner quelques détails de plus, pour considérer qu'une divergence classique se valide, je rajoute évidemment des conditions. Parce qu'une divergence, comme quelconque outil, ça n'est qu'un outil. Un outil, moi j'ai besoin de rajouter des critères pour m'assurer que cet outil va donner ce qu'il prétend donner. Sinon, il y a énormément de divergences qui ne donnent strictement rien et qui vous induiraient en erreur systématiquement. Encore une fois, comme une recette de cuisine, chaque ingrédient joue son rôle, mais aucun ingrédient tout seul n'est suffisant, ni même prépondérant. Donc, quand j'entends parler, mais c'est une méthode de divergence, les divergences sont des outils, au même titre qu'un stochastique, au même titre qu'une moyenne mobile. Une divergence, si vous ne savez pas les exploiter avec pertinence, ça ne peut pas donner le meilleur d'elle-même. Donc la classique, pour rentrer dans une tendance secondaire, dans le sens de la primaire, et les cacher pour rentrer sur une tertiaire lorsque j'ai déjà la primaire et la secondaire dans le même sens. Donc là, c'est comme si je vous disais, c'est l'été, il fait beau, mais il y a quelques petits nuages blancs, quelques petits cumulus. Une fois que ces petits cumulus vont s'évaporer, je me retrouve par une superbe journée d'été. Et là, je vais rentrer en position avec un maximum de probabilité. Oui, bonjour Luc. Oui, bonjour Luc. Très bien. Je suis donc Vincent Gall, je suis avec Antoine Quesada. Donc, alors, je pense que ok, ça marche, ça a coupé, je le rappelle. Donc, chers auditeurs, on va appeler Luc Vaudan, donc qui devait être ce matin en compagnie d'Antoine Quesada, qui sont donc les deux formateurs de Bourse et Assistance. Par contre, Luc a pas pu être présent parce qu'il donne une formation en Espagne, à Barcelone, donc dans le bureau dans la salle de marché de Bourse et Assistance à Barcelone. On l'appelle, il veut simplement saluer l'assistance, et ensuite on reprend la méthode d'Antoine et on va aller jusqu'au bout. Oui, bonjour Luc, ça a coupé. Alors voilà, donc Luc, je t'ai mis en haut-parleur. Je
Je suis avec Antoine. Alors, le son sera pas forcément très fort, mais je te laisse peut-être saluer l'assistance. Et voilà, il y a pas mal beaucoup de monde ce matin pour nous écouter. Donc là, Antoine a eu le temps un peu de se présenter. Mais donc, tu devais être parmi nous, Luc, et t'as pas pu te déplacer parce qu'en fait, aujourd'hui, tu donnes une formation à Barcelone, c'est ça? Ah oui, c'est même plus qu'une formation. La formation, elle a eu lieu en fait. Et là, je suis avec 5-6 traders et on est en live sur le marché. Pour nous, ça a démarré très tôt puisqu'on est sur les marchés depuis 8 heures ce matin. On a déjà initié 3 positions pour certains. On est positif surtout parce que les marchés sont extrêmement directionnels. On est à Barcelone. Barcelone, c'est le campus de trading, le premier campus mondial de trading, où on peut vivre dans le campus, on peut trader le matin de bonne heure, on peut aller se détendre l'après-midi. Donc on est plusieurs traders autour de la table de marché. Hein, vous êtes là, hein, vous les gars? Oui. Oui, je sais pas si vous les entendez. Si, on vous entend, on vous entend. Oh, parfait. Ils sont super contents en tout cas. Voilà, ils sont tous autour de moi. Il y en a qui font la tête un peu parce qu'ils attendent le signal. Antoine, bonjour. Je sais pas Bonjour si Luc, si, je vous dis bonjour. Oui, je vous entends. Oh. Ça va? Et puis bonjour à tous les auditeurs en tout cas. Pour la deuxième fois, merci Délévi, merci Vincent et merci à tous de nous accueillir. Une grosse journée en perspective et Antoine, je ne sais pas si vous la confirmez, mais on est bien tombé parce que ce matin, c'est à mon avis là où ça va bouger. Target sur l'euro-dollar. Target sur l'euro-dollar. Target. Vous êtes avec nous? Oui, on est Luc, avec vous. oui. Bah, il y a des. Alors pour l'instant, nous, on n'est pas rentré dans le vif Oui. du sujet de l'action des prix, puisque là, on est vraiment dans la partie théorique. On commence à entrevoir les contours de la méthode d'Antoine, mais on envisage d'ici une demi-heure vraiment de Bien sûr. basculer dans l'action des prix. Donc là, vous avez pris de l'avance sur les stratégies de trading. Alors on va faire court et simple. Nous en fait quand on rentre en stratégie sur le marché, on a toujours deux optiques. On a toujours si le marché effectivement est acheteur ou s'il est vendeur. Et de manière générale, ce matin c'était assez facile parce que le marché, on a commencé sur le FTE, était très directionnel acheteur, qui a autorisé un gap acheteur aussi sur le PX1 quand il a ouvert, sur le spot CAC. Et en fait on est là maintenant entre deux feux. Parce que le carnet pousse très fort à 4331,50 acheteurs pour le FCE. Et on a aussi, par contre, ce fameux gap qui nous gêne un peu sur le PX1. Néanmoins, nous, on a deux grosses stratégies avec un départ au-dessus de 331,50, même 332, parce qu'on en a un qui est vraiment très lourd, vendeur, à 331,50. On irait chercher 4400 sur le CAC FCE aujourd'hui, ou alors on se retourne, et si on se retourne, on irait plutôt en dessous de 4300 et on irait chercher, nous, jusqu'à une cinquantaine de points pour retomber jusqu'à 4240. Ça, c'est sur les indices FCE et PX1. Le DAX suivrait, c'est évident. Le DAX, nous, on a une target entre 9500, au-dessus de 9532 pour aller chercher 9600, hein, nous sommes en ronde. Ou alors, effectivement, on a aussi USD-Yen avec une super figure chartiste qui est donnée acheteuse extrêmement puissante. Il va falloir attendre, d'après moi, au-dessus de 113,30 pour aller chercher un 113,50, voire un 114. Non, c'est excellent. Moi, je trouve que c'est une très très bonne journée. Bah, elle démarre fort, en tout cas, elle démarre fort pour les actifs risqués. Donc, au final, pour résumer, tu vises dans la salle de marché, vous visez 9600 sur le DAX, 4400 sur le CAC 40, et sur l'USD Yen, en accord avec tout ça, pareil, un marché qui devrait monter. Exact, 114,00. On a déjà attrapé de l'eurodoll entre 1,1046 pour aller chercher 1,1020, qui est parti très très vite. On est toujours poussé maintenant dans la logique en fait de divergence et de convergence de marché. On s'appuie énormément sur les forces contraires et les forces convergentes. Et c'est rigolo parce qu'Antoine, qui est un excellent trader, utilise le même style de divergence et convergence, mais d'un niveau indicateur. Donc c'est pas du tout innocent. On est vraiment dans la même logique et on est parfaitement complémentaires. Il faut faire très attention aussi à ce que dit le carnet. Et le carnet, il nous montre qu'il y a un très gros mouvement à 331,50. C'est une très forte résistance qu'il va falloir qu'on pète sur le FCE. Mais si on la pète, celle-là, on va monter très fort. Ça a quand même été une semaine assez incroyable. Ouais, bah oui, parce qu'on avait plutôt des signaux baissiers il y a 2 jours, le 24, qui ont complètement été annulés par la remontée de Wall Street, et puis depuis ça monte, quoi. En tout cas pour les marchés actions. Ouais. C'est normal en même temps. Ça a tellement baissé que là on est vendredi. Tout le monde a envie de finir la semaine très positif.
on se met l'équipe sur les positions qui ont plutôt été vendeuses, on libère les positions, donc c'est normal qu'on ait un petit peu un effet de souffle et qu'on remonte un peu. Mais il y a cette ligne à 331,50 qui me gêne un petit peu. Il y a vraiment cette ligne qui me dérange, qu'il faut vraiment passer pour pouvoir être tranquille, qui est très lourde à passer. Mais une fois qu'elle sera passée, ça sera excellent. Bravo en tout cas pour tous ceux qui ont attrapé de l'euro-dollar vendeur ce matin. C'était pas compliqué, il y avait deux stratégies. La vendeuse a starté à 46 et on se retrouve à 20. C'est excellent. Est-ce que tu as des questions, Vincent? Parce que je sais que tu lis des questions, toi, en direct. Bah écoute, on a eu un certain nombre de questions sur justement la méthode d'Antoine depuis tout à l'heure. Éventuellement, est-ce que tu considères que la cassure des 4300 points sur le CAC, ça permet de viser 4004, mais ton opinion sur le CAC à plus long terme, la correction elle est complètement terminée, t'en penses quoi ça, Antoine, Luc? Moi, ce que je crois, c'est que dans l'atmosphère ambiante des traders et des financiers, on s'attend au crack, à un crack qui va être encore plus violent que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais j'ai envie de dire, en même temps, c'est un no-hack. Pourquoi? Parce qu'on a envie de dire que ça va craquer, on l'attend tous véritablement, et en même temps, le marché il monte. Donc il y a des forces contraires, mais ça n'est que des forces d'opinion. Alors il y en a qui disent que le marché monte de manière artificielle, que la tendance de fond est vendeuse, je suis assez d'accord, mais néanmoins, il ne faut pas oublier qu'on est spéculateur, et on se fout royalement dans un premier temps de toutes les fondamentales économiques. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt quoi? Les marchés asiatiques, qui en ce moment sont extrêmement volatiles et donnent la donne quand on ouvre le matin. Donc j'apprends à tous les traders qui s'initient à rentrer en position uniquement en regardant dans un premier temps la tendance du Nikkei et des marchés asiatiques en général. C'est eux en fait qui font la pluie et le beau temps le matin à 8 heures. C'est eux qu'il faut regarder dans un premier temps bien évidemment. En même temps, on regarde l'ouverture des marchés US qui donne aussi la tendance. Et maintenant, on s'aperçoit de quoi? On ne fonctionne uniquement qu'avec des prises de profit, de la spéculation. Donc oui, on n'est pas à l'abri d'un crack énorme, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et moi, je tire ma révérence à celui qui sera capable de me dire quand il va démarrer ce crack. On ne sait pas pour l'instant, on n'en sait rien. On parle de mai, on parle d'avril, on en parle depuis un certain temps. En tout cas là, non, on en profite. Là, on profite de la hausse, mais ça n'est que simplement des corrections techniques dans un flux long terme qui plutôt lui est vendeur. Il ne faut pas oublier qu'un marché qui monte, il va se retourner. Et forcément, il ne faut pas garder des positions extrêmement longues. On travaille swing, des swings. Maintenant, on a pris 3 opérations scalp avec un juste à côté de moi. Hein. C'est 3% du capital qui est attrapé. Hein. Il est rentré avec un petit capital. Il a déjà attrapé 3% de ce qu'il est rentré. C'est déjà énorme hein, dans un marché comme celui-ci. Mais tant qu'il est en tendance, tant qu'il est directionnel, moi, je ne fais que de répéter la même chose. Attrapez-le, qu'il monte, qu'il descend. La seule chose qu'il faut bien retenir, c'est que quel que soit le sens, vous devez être dans le même sens. C'est tout. Maintenant, qu'il descend, et ben tant mieux. Qu'il monte, et ben tant mieux. Donc, je répète, à court terme, aujourd'hui, je vois plus acheteurs que vendeurs. À moyen long terme, il sera forcément vendeur avec une accélération peut-être qu'on n'aura jamais vécue. Ça, c'est clair. Ok, bah écoute, merci Luc, on a bien compris. Juste une question, puis après, on va vous laisser continuer de trader, et puis on va donner la main un peu à Antoine. Là, il va peut-être nous proposer quelque chose après avoir détaillé sa méthode. L'horizon de temps de tes trades dans la salle de marché, finalement, c'est du court terme. Alors, ça rejoint ce que je viens de vous dire en fait. En définitive, si jamais ils sont tous excités autour parce qu'on arrive sur un start, on n'a pas passé 331,50, vous restez sur vos positions, hein, vous ne rentrez pas pour l'instant. L'horizon de temps, en fait, qu'il faut retenir, Vincent, c'est que plus le marché est fébrile, plus il est en contre-tendance long terme, et moins vous devez avoir les unités de temps longues. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne de l'argent aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait travailler très court terme, très 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 court terme. Quelqu'un qui se calme, quelqu'un qui fait du day ou du day swing va gagner. Quelqu'un qui fait plutôt du très long terme ou du long terme, j'aurais un petit peu la trousse. On est en position, 2 points déjà de gagner au moment où je te parle. On est à 334 avec une prise de position à 331,50. Voilà. Okay. C'est bien pour nous, ça se passe bien. Je souhaite à tous, les auditeurs et vous, que ça se passe aussi bien que pour nous. Ok, bah écoute, bah merci Luc. On va vous laisser continuer de trader, puis nous on va reprendre avec Antoine, et puis on vous repassera un coup de fil à la fin de la formation pour saluer tout le monde. Ouais, on fait le point tout à l'heure avec grand plaisir. Ciao, ciao, bye bye. À plus tard. Voilà, donc on revient avec Antoine, alors que le marché accélère en effet. Donc Antoine, tu as à nouveau la parole. Oui, tu es en train d'expliquer ta méthodologie, on reprend. Ben, je vais vous en parler, mais sur le CAC 40 justement, puisque les stagiaires avec lesquels j'étais hier
ont pu voir un signal acheteur effectivement sur le CAC 40 en termes de swing trading. On pourra regarder tout à l'heure en day trading, justement en utilisant strictement ce que je viens de vous dire là tout à l'heure, transposé sur le CAC. Si on se met, Vincent, si on peut se mettre en hebdomadaire sur le CAC. CAC 40 en hebdomadaire, voilà. C'est parti, on y est. Alors, voilà. Pour ceux qui arrivent à le voir ici, on a une divergence haussière classique sur le CAC en hebdomadaire. En voilà, utilisant ici, donc la divergence entre les prix et la stochastique. Absolument, voilà, tout à fait. Donc, ici, ça traduit un excès de baisse, en plus sur une zone qui est une grosse zone de support autour des 4000 en fait. Hein, on est descendu en dessous, mais il y a une superbe divergence haussière classique. Bon, je ne vous parlerai pas des validations, je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails, mais il y a une force donc acheteuse à la suite d'un excès baissier. Rappelez-vous, moi je n'utilise des divergences classiques à la suite d'un excès, parce que la nature humaine est ainsi faite que c'est sur un excès que les retournements se font. C'est comme ça que les bulles éclatent, ou que les cracks, ou que les cracks se produisent. Là, on a eu un excès baissier autour de 4000 avec ce gros support, et on a une haussière classique ici. Donc, il y a une force acheteuse de long terme, j'allais dire, donc sur de l'hebdo. Si on va maintenant sur la tendance secondaire, puisque vous comprenez que je ne travaille jamais sur une tendance primaire directement. Si vous mettez maintenant Vincent, là on était en hebdo, on va se mettre en journalier maintenant. Journalier, voilà. Donc là, voilà, on est en chandelier journalier, D1, voilà. On se cale. Alors, voilà. Déjà ici en journalier, on se retrouve ici depuis plusieurs jours avec une moyenne mobile 8 au-dessus de la moyenne mobile 20. Absolument. Tout à fait. Si on pouvait le voir en détail, on a également en plus ici une divergence haussière classique sur cette unité de temps-là. C'est celle qu'on a montrée en weekly. En fait. Voilà, qu'on retrouve au même endroit en daily. C'est-à-dire qu'on a la même divergence au même endroit. Une classique. Vous avez deux creux descendants. Voilà. Et là, vous avez deux creux absolument. Le fait d'avoir clôturé au-dessus de la moyenne mobile 20, qui pour moi est une énorme résistance. Moi, j'utilise la moyenne mobile 20 comme résistance, évidemment, à la baisse. Tout à fait. Donc, déjà, la probabilité, simplement me basant sur cette classique en secondaire, n'est-ce pas? La probabilité en clôturant au-dessus de la moyenne mobile 20 sur ce journalier, la probabilité qu'on aille au moins au bord opposé de la bande ou au sommet précédent, elle était considérable. Malgré tout, ça n'est pas un signal d'achat, je ne rentre pas sur la secondaire ici. C'est-à-dire qu'on pouvait fixer comme objectif, dans un premier temps, le haut précédent, qui est ici autour de, doit être 4400 ou 300 et quelques. 4400. Voilà, ok. Et, ou le bord opposé de la bande, qui risque d'être tapé avant ça. Malgré tout, ça n'est pas encore un signal. Ceci dit, j'ai ma tendance primaire en hebdomadaire qui est boostée à la hausse par une divergence classique. J'ai la même divergence classique au même endroit sur du journalier, avec une moyenne mobile 8 qui est passée au-dessus de la moyenne mobile 20 et une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc déjà, je sais que on ira très probablement au bord opposé de la bande. Alors maintenant, on va se mettre sur une tertiaire, puisque là, je n'ai pas le signal à proprement parler. Et maintenant, on va se mettre sur le 4 heures en tertiaire. Alors le 4 heures, c'est parti. J'imagine que ça doit être haussier. Alors, et sur le 4 heures, qui est donc ma tendance tertiaire, sur laquelle je cherche à exploiter la force de la primaire conjuguée avec la force de la secondaire, je cherche une divergence haussière cachée. Et effectivement, j'ai une divergence haussière cachée ici. Alors, je vais te la tracer. Donc, de là à là, ça descend. De là à là, ça monte. Donc en fait, le piège, c'était la séance du 24 Absolument. février. Cette baisse n'était qu'une respiration. C'était qu'un piège. Absolument. C'est ce qui a permis au marché de respirer. Et ici, et ça mes stagiaires l'ont vu, on l'a vu ensemble hier, à la clôture au-dessus de la moyenne mobile 20. Vincent, regardez ce prix-là. Donc la bougie qui clôture au-dessus de la moyenne mobile 20. C'était le 25. C'est-à-dire hier. Et c'était à quelle heure? Alors c'était à 10 heures. Voilà. La bougie qui a clôturé ici validait mon signal de prise de position à l'achat dans un horizon de temps évidemment qui n'est pas là strictement le day trading, mais swing trading, avec comme objectif, étant conscient qu'il y avait quand même une grosse résistance qui était le 4300 points qu'il fallait franchir ici, qui visiblement est en train de le casser. Donc j'ai l'objectif du haut précédent de la tendance secondaire qui était de 4400, absolument. Donc voilà, donc mon signal était là sur la tendance tertiaire, sur une divergence cachée
dans le sens d'une primaire boostée à la hausse par une classique, dans le sens de ma secondaire en journalier qui était boosté par une classique, et ça on l'a vu hier en temps réel, évidemment avec les stagiaires, dont certains sont ici, pour rappeler la validation de notre divergence haussière cachée sur la tertiaire en 4 heures. Et effectivement, la probabilité ensuite, puisqu'il faut être humble, ce n'est que de la probabilité, mais la probabilité devenait très forte que le marché monte aujourd'hui et qu'il attaque sévèrement le 4300 qu'il a refusé de franchir il y a quelques jours sur une statistique américaine qui finalement a provoqué un mouvement de baisse qui a donné une petite panique, mais qui en fait n'était qu'une respiration du journalier, qui lui-même était une respiration de l'hebdomadaire. Alors il y a donc Tony qui dit, en fait, donc sa question sur les horizons de temps était pour Monsieur Quesada. Je pense qu'Antoine t'a déjà bien répondu aux différentes unités de temps que... Alors je peux en parler de façon plus générale. Si je fais du day trading, et c'est ce qu'on essaiera de faire tout à l'heure, puisqu'il y a une force sur les marchés, je vais utiliser donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 4 heures, 30 et 5 minutes. À plus long terme, c'est-à-dire en swing trading, dans l'optique de ce qu'on a vu, ce que je viens de vous montrer ici, je peux utiliser de l'hebdomadaire, du journalier et du 4 heures en tertiaire. C'est-à-dire que mes signaux, je vais les valider sur des chandeliers de 4 heures. Donc vous voyez qu'ils se sont validés, ça s'est validé hier, et on serait toujours en position dans une optique de swing trading ici. Si je travaille à plus long terme, je peux travailler en mensuel, hebdo, journalier. Vous voyez, j'utilise des unités de temps dans une échelle décroissante tout à fait classique. On pourrait faire du mensuel, hebdo, journalier, du trimestriel, mensuel et hebdo. C'est l'analyse que j'avais faite tout à l'heure sur le pétrole, puisque le crude oil donnait des signes de baisse sur du très long terme, et la même divergence baissière cachée cette fois-ci, elle s'était validée en hebdomadaire, donc en tendance tertiaire, et en clôture, là pour le pétrole, donc en clôture en juillet dernier, à $52. Donc c'est la même stratégie, vous voyez que en fait, je n'invente rien, je ne fais qu'utiliser les forces en présence et des outils qui permettent de matérialiser des anomalies sur les marchés. Ce que j'aime dans le comportement du stochastique par rapport au comportement du cours, c'est qu'il me traduit une anomalie, c'est-à-dire que le stochastique, par définition, qu'est-ce qu'il fait? Il suit le cours, bien entendu, il est une conséquence du cours. Lorsque le cours monte, il monte, lorsque le cours descend, il descend. Sauf que, et c'est là où ça devient intéressant, indépendamment de ces notions de surachat et de survente, qu'on peut utiliser aussi, mais qui sont pas assez pointues, en bougeant, le stochastique ne varie pas avec la même amplitude que le cours. C'est ça qui va me permettre de voir des choses que le marché ne peut pas voir spontanément. L'anomalie ici, elle réside dans le fait, et vous remarquerez, que le stochastique est allé en survente ici, alors que le cours, finalement, il n'a pas fait de bas plus bas que le creux précédent par lequel je suis passé. Absolument. Le cours n'a pas fait un bas plus bas que le point de départ du segment, alors que l'indicateur est allé bien plus bas. Et voilà, d'accord. Mais encore une fois, ce ne sont que des outils. J'ai rajouté des éléments pour valider encore ces outils. Sinon, vous regardez un graphique, vous avez toutes sortes de divergences, des cachés, des classiques, et aucune ne serait exploitable. Alors, Jean-Antoine, il y a tout un tas de questions. Alors, on va répondre aux 4 questions qui viennent d'arriver. En swing trading, gardes-tu tes positions le week-end avec un risque le lundi de gap pour se poser, ou si oui, pour l'over week-end, comment tu te Alors, protèges? pour être franc, je ne fais plus de swing trading depuis quelques années, puisqu'effectivement, j'ai pris goût. Quand on débute, on n'imagine même pas pouvoir faire du day trading. On se dit, mais c'est pas possible, c'est trop rapide. Et aujourd'hui, bon, là, la stratégie que je viens de vous évoquer, elle met en évidence le fait que j'avais un gros signal hier d'achat sur le CAC, alors que je suis vendeur long terme sur le CAC. Mais à court terme, et là je rejoins Luc dans ce qu'il vient de vous dire, à court terme, je suis acheteur sur le CAC, bien entendu, parce que j'ai des signaux de court terme. Donc, pour répondre à votre question, je ne fais plus de swing trading parce que je préfère le day trading plus court terme, mais justement parce que je n'ai pas envie non plus de garder mes positions overnight. J'aime bien qu'une journée de travail, elle ait un début, une fin. J'aime bien avoir une vie de famille, une vie amicale après, et j'aime bien dormir tranquille. Voilà. Donc je ne fais plus de swing trading, et quand je le faisais, c'était sur cette optique d'horizon de temps de une journée à deux, en prenant l'hebdo journalier 4 heures. Alors, une question de Gas. Ouais. Avez-vous une astuce pour reconnaître les divergences cachées? J'ai du mal à les voir. Il n'y a pas d'astuce, il faut simplement se familiariser, les reconnaître, bien entendu. Mais surtout, encore une fois, les placer dans le bon contexte. C'est toute la philosophie de ce type de divergence. Elles vont vous permettre, si vous avez fait un bon travail d'analyse de fond, de prendre le train en marche en quelque sorte. Mais sinon, alors pour les reconnaître, non, ça n'est qu'un travail visuel, c'est de l'entraînement visuel. C'est comme des tables de multiplication, il a fallu les apprendre par cœur, et après ça sert à plein de choses, mais il faut d'abord, c'est un travail purement visuel pour les reconnaître, c'est de l'entraînement. Mes stagiaires mettent
parfois quelques heures ou quelques jours à réellement être à l'aise avec l'identification, mais une fois que c'est fait, c'est pour la vie, je dirais. D'accord, impeccable. Donc, écoute Antoine, c'est très clair. Bon là, on voit qu'il y a clairement du momentum aussi sur les indices. Il y a des signaux techniques. On est en train de confirmer ta divergence haussière cachée en cassant la résistance à 4300 points. Antoine, maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On continue? Tu voulais parler du pétrole, des choses, ou tu veux qu'on repasse à l'intraday? On repasse un peu à l'intraday, effectivement, puisque effectivement, hier, on s'attendait à ce qui est en train de se produire là, par le signal de la... hier, t'as conseillé à tes... hier, on l'a vécu ensemble, effectivement, un signal d'achat, la clôture. Où était le signal d'achat exactement? Alors, c'est la clôture de la bougie qui est ici. Celle-ci. Donc le signal d'achat à la clôture de cette bougie. Donc le signal d'achat était à 4260. Alors la clôture, c'est simple, c'était 4200. Alors là, c'est pas bon, c'était 4260. Absolument. Une validation. Là, j'avais une concordance des 3 unités de temps dans le même sens avec cette baisse qui en fait n'était qu'une respiration. L'intérêt dans cette stratégie, c'est que on ne confond pas respiration et tendance. Donc Luc nous signale qu'il invite ses stagiaires qui ont acheté à prendre ses bénéfices sur les indices. Donc je te laisse exprimer Antoine sur l'intraday. Donc sur l'intraday, on fera la même chose mais avec des unités de temps plus courtes, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le 4 heures qui est la tendance primaire. Donc finalement, vous voyez que cette divergence ici sur le 4 heures qui était une tertiaire dans le swing trading devient une primaire. Donc si on faisait du day trading, donc à ce moment-là, on voit que la primaire est haussière. On irait sur un 30 minutes pour voir, évidemment, le 30 minutes doit être haussier lui aussi, bien entendu, compte tenu de ce qui se passe sur le marché, c'est évident. Donc à ce moment-là, j'irai chercher un signal de prise de position acheteuse, bien entendu, en 5 minutes. Donc on va regarder le 5 minutes. Voilà, le 5 minutes du CAC. Voilà, on va le contracter un petit peu. Voilà. Ok. Et absolument. Alors, le 5 minutes du CAC, si on se met en day trading pur, eh bien, écoutez, j'ai également une haussière cachée qui est validée ici. Je vais vous dire exactement à quel prix. Là, montrez-la. D'accord, c'est ici, en fait. Absolument. De là à là, ça descend, alors que là-bas, ça montait. Et là, la moindre figure de retournement validée, c'est ce qu'on apprend dans le basique du trading, de l'analyse technique. Un avalement validé ou un harami validé, là en l'occurrence c'était un avalement validé, j'avais un signal de prise de position acheteuse. Donc montrez-le ici, il est ici exactement à la clôture de la deuxième bougie verte ici, qui apparaît en bleu sur les écrans. C'était 4003. Absolument. 4287. Voilà, et c'était à quelle heure? C'était pas sur le marché. C'était à l'ouverture du marché. À l'ouverture, absolument. Alors, il y a une question d'oracle. Qu'est-ce qui va déterminer votre target sur le CAC 40? Imaginons que là vous avez donc proposé à vos stagiaires d'acheter, et encore ce matin, où se trouve la cible? Alors, là vous voulez vraiment beaucoup de détails, là je suis en train de tout dévoiler. Écoutez, la cible, on ne les a pas mises ici, mais j'utilise les points pivots pour fixer des cibles, des points pivots lorsque je fais du day trading. Je vais également utiliser évidemment le petit outil merveilleux de maître Leonardo Fibonacci, qui est quelqu'un que j'admire. Malheureusement, il n'est plus de notre époque, mais j'aurais bien aimé le rencontrer, celui-là. Donc, effectivement, si j'ai des figures chartistes comme des doubles bottom, puisqu'on est sur de la hausse, sur la primaire ou la secondaire, je vais pouvoir, à partir de là, tracer sur cassure de la ligne de coup de ce genre de figure, fixer des objectifs en termes de... là, c'est plus des retracements de Fibonacci, mais de l'extension. Et donc, je peux fixer, en général, j'aime bien fixer 61,8% de la target. Moi, j'aime bien aussi, mais moi, je suis comme Antoine, en fait. Lorsque j'ai une figure, je cherche à déterminer un objectif théorique, j'aime bien utiliser le 0,61,8. Au moins, lui, il me rassure. Le 1, on l'atteint pas tout le temps. Non, le 1, alors, il se produit très souvent un pullback sur 61,8% de Fibonacci, qui est en fait une extension, c'est le 161 finalement. 161,8 lorsqu'on dépasse le bas précédent. Donc là, il aurait fallu regarder sur le 30 minutes une figure chartiste s'il y en a, un double bottom notamment, et à partir de là, fixer des targets. Alors vous voyez, on a ici, là c'est le 30 minutes. C'est le 30. Le 30 minutes. Alors sur le 30, on a ici effectivement, on pourrait tracer une ligne horizontale ici, sur cette partie-là. Bon, sachant que dans le cas présent du CAC 40, moi je pouvais déjà fixer comme target le bord opposé de la bande ou le haut précédent sur le 4 heures, puisqu'on a 4400 et quelques. Mais
pour répondre plus précisément à votre question, comme nous avons un petit double bottom sur le 30 minutes, à partir de là, je vais mesurer évidemment le creux le plus bas de ce double bottom, je vais le reporter à la hausse, et à partir de là, je vais fixer 61,8% d'objectif pour avoir une probabilité très très forte. Donc les targets avec les points pivots journaliers qui sont des outils très pertinents, sinon avec des figures chartistes et Fibonacci pour fixer 61,8% de l'objectif. Alors, d'une manière générale, lorsque je démarre mes formations, je n'aime pas parler trop rapidement de Fibonacci parce que les paliers intermédiaires poussent souvent les stagiaires à vouloir sortir trop tôt d'une position. Or, lorsqu'un marché a une force, il faut essayer d'optimiser les gains. Et à ce moment-là, les points pivots sont assez pertinents pour fixer des targets. Voilà. Donc effectivement, là je constate qu'aujourd'hui, la journée est nettement plus animée qu'hier. Il y a une belle force sur le CAC. Tout à fait. Il y a quelques jours, justement, sur les 4300 qui était une grosse résistance, le marché, qui aurait pu déjà casser à ce moment-là, lors d'une statistique américaine, qui aurait pu casser les 4300, ne l'a pas fait. Donc, le renoncement à casser cette résistance avait provoqué un mouvement de retrait sur le marché qui nous avait permis à ce moment-là de travailler à la baisse, bien entendu, mais en mode scalping, j'allais dire, en travaillant sur des toutes petites unités de temps, avec le 5 minutes et le 1 minute, et exploiter un petit mouvement de baisse lorsque le marché n'a pas voulu donc casser les 4003. C'est une question oui. Luc, oui. Pour ses assistances à inviter, donc là, en direct de Barcelone, ses stagiaires à prendre ses bénéfices. Moi, j'ai une question pour toi, Luc. Antoine, décidément, Antoine Quesada. Est-ce qu'on paye le pullback éventuel sur 4300? Est-ce que tu penses qu'on a une cassure suffisamment franche? Qu'est-ce que tu penses? On n'a pas assez de recul? Alors, il faudrait que je me remette sur voir le journalier. Alors, le journalier. Là, nous sommes sur du journalier, on le retrouve, je comprime, et on regarde. Le journalier. Pour être clair, le journalier ici me dit qu'on a une énorme probabilité qu'on arrive au bord opposé de la bande de Bollinger. D'accord? Donc, pour moi, il y a encore du potentiel de hausse. Bien entendu, alors on pourrait regarder ici. Le potentiel de hausse à l'échelle du journalier, c'est donc le haut précédent qui est ici, ou le bord opposé de la bande. Absolument. Donc, je sais que j'ai du potentiel. Si le 4 heures est toujours haussier, je vais chercher sur le 30 minutes, tant que le 30 minutes est également haussier, j'irai essayer de reprendre des divergences cachées dans le sens de la tendance. Tant que celle-ci se valide au sens où moi je l'entends. En fait, à partir du moment où on a une grande force qui est prédéterminée par deux tendances dans le même sens, je vais essayer d'exploiter cette force. Donc pour moi, il y a encore du potentiel de hausse. Alors j'ai pas une belle cassure des 1. C'est en fait finalement toujours le souci, c'est le risque de la séance du 24 février. Bon, sachant que quand même, comme tu l'expliquais, on a quand même sous nos pieds une divergence haussière. Mais le 24 février, ça n'était pas grand-chose. La baisse qui s'est produite, c'est simplement une statistique américaine à 16 heures qui a déçu, et du coup le marché n'a pas eu la force pour aller casser la résistance de 4003. Voilà, donc il n'a pas eu la force de casser les 4003, donc il a reculé, ça a dû faire peur au marché, effectivement. Mais pour moi, et ça mes stagiaires l'ont vu en même temps que moi, ça n'était qu'une respiration. Une respiration, c'est toujours par rapport à quelque chose. Regardez, aujourd'hui il y a un beau soleil, bon, on est en hiver, on n'ira pas se baigner, bien entendu. Sur le toit du Grand Palais. C'est vrai, on a une vue magnifique d'ici, vraiment vous avez des locaux fabuleux, Vincent. Moi je fais la différence entre tendance et respiration. Comment savoir si on a affaire à une tendance ou à une respiration? C'est toujours par rapport à autre chose. Comment savoir si une belle journée chaude ou une belle journée ensoleillée va permettre de me baigner ou pas? Il faut déjà qu'on soit en été. Un martien qui arriverait sur notre planète, vous lui dites, nous on se baigne quand il fait beau. Oui, mais en hiver aussi, il peut faire beau. Et alors justement, alors Vincent me recadre. On est en été ou en hiver? Alors sur le CAC 40, à court terme, on est en été. Absolument, c'est très clair. À plus long terme, on est en hiver, et je pense qu'on n'a pas fini la baisse. Mais à court terme, on est en été, c'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu de potentiel de hausse ici. Mais je suis très négatif sur le long terme. D'ailleurs, là aussi mes stagiaires le savent. Nuage Fibo, serais-je le seul? Alors, il y a un participant, Sébastien Datecac, qui voit
un nuage, des points pivots, bref, qui veut shorter, alors qui propose lui au contraire, serais-je le seul, nous dit Sébastien, à shorter le CAC au niveau actuel des cours. Antoine, quel est ton avis? Il faudrait que je l'analyse. Alors là, le journalier pour le moment est très bon. Est-ce qu'on peut se remettre en 4 heures, s'il te plaît? Alors, on remet en 4 heures, et donc, au passage, bravo aux stagiaires de Barcelone avec Luc, qu'on acheté ce matin, qu'on coupé, et qui sont liquides a priori, désormais. Alors, 4 heures. Alors, le 4 heures, il est haussier, je n'ai pas de force contraire, mais effectivement, on est sur le bord de la bande. Ok, on est toujours haussier, on a cassé ici ce support. Effectivement, il peut y avoir une contraction de marché Sébastien, ici. C'est un simple rebond dans une tendance baissière, mais oui, mais absolument, mais tout à fait. Simple rebond dans la tendance baissière. Je suis parfaitement d'accord. Pour attraper la tendance de fond, c'est plus haut, a priori. Ça sera plus haut, je pense. Ça sera plus haut. Le fait déjà de casser les 4300 nous amène déjà à 4004, et on aura sans doute du mal à aller beaucoup plus haut, évidemment. Le sommet du 31 janvier. Tout à fait. Hein. Mais pour le moment, à court terme, moi je suis acheteur, clairement acheteur à l'échelle du day trading. Donc là, remettons-nous maintenant en 30 minutes. 30 minutes. Voilà, en 30 minutes. Je n'ai pas de force contraire ici. Hein. C'est-à-dire, je n'ai rien qui me dise que il y aura une respiration très certainement, mais je n'ai aucun signal qui me permettrait de dire je short cette valeur à court terme en day trading. Hein. Disons qu'on peut dire que ça part bien, quoi. Voilà. Et alors justement, si on cherchait à mettre en place une stratégie de trading en intraday, de quoi aurais-tu besoin pour pouvoir avoir parce que tu estimerais être un bon prix? Alors là, il me faudrait simplement que le marché respire à la baisse, bien entendu, pour avoir un point d'entrée. Et c'est pas le prix, moi, qui va me dire. C'est mes signaux de méthode, en fait, hein, de divergence, hein, tout simplement. Donc pour ça, il faut que le marché respire, donc il retrace un petit peu à la baisse. Là, on est sur le 4331, on est en 30 minutes. Voilà. Ça, c'est les 4000 qui ont été cassés. Mettons-nous maintenant en 5 minutes. 5 minutes. Donc nous revoilà en 5 minutes sur le CAC. Voilà, en 5 minutes, il va probablement respirer maintenant. Voilà, et ce qui serait... donc si je n'étais pas en position ici, j'attendrais simplement une respiration qui va certainement se faire. Et à la fin de cette respiration, si j'ai un signal de divergence haussière cachée validé au sens où j'entends, je pourrais reprendre le train en marche. J'ai une question sur ton graphique en 5 minutes. Comment est-ce que tu vas utiliser ta moyenne mobile à 8 fois 5 minutes, la 20 fois 5 minutes et les deux bandes de Bollinger pour une stratégie de trading? Vous remarquerez que, enfin, à mes yeux, mon vrai support sur une tendance haussière, c'est la moyenne mobile 20 de la bande de Bollinger. Et voilà. Alors, ces supports-là, ils m'intéressent majoritairement sur la primaire et la secondaire, puisqu'en fait, je ne vais pas faire un tracé chartiste sur 3 points bas. Je vais considérer que tant que la moyenne mobile 8 est au-dessus de la moyenne mobile 20 sur une primaire et une secondaire, je suis haussier. Ici, effectivement, voilà. En revanche, il y a très certainement une respiration qui va se faire. Donc, idéalement, on pourrait redescendre ici sur la moyenne mobile 20 et trouver un signal d'achat à ce moment-là sur une divergence haussière cachée validée. Et à ce moment-là, on aura une très forte probabilité que le marché reparte à la hausse. Elle passe à 4316 actuellement. Alors évidemment, elle fluctue. On ne sera pas à ce prix-là lorsqu'on la touchera. Elle sera certainement plus haut ou là, mais la distance qui nous sépare à l'heure actuelle n'est pas forcément celle qui nous séparera lorsqu'on la touchera. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on regarde d'autres marchés en intraday? Oui, ou alors on surveille le CAC. Oui, on peut surveiller le CAC, absolument. Pour l'instant, il tient bien. La moyenne mobile à 8 fois 5 minutes. Donc on remarque que sur cette petite respiration, on a l'indicateur descend plus que ne le fait le cours, ce qui est bon signe. Enfin bon signe, ce qui traduit effectivement la force du marché. Absolument, mais ce qui traduit que cette baisse n'est pas pour le moment une baisse, elle n'est qu'une respiration. C'est pour ça que l'indicateur va descendre plus que ne le fait le cours. Et à un moment donné, cette baisse du cours va s'arrêter. L'indicateur aura fait un décalage par rapport au mouvement du cours, et c'est là que potentiellement on peut trouver un signal. Donc moi je ne fixe pas un prix pour dire je vais rentrer à ce prix-là, ce qui pourrait être une stratégie, un autre type de stratégie. Moi je ne me fixe pas de prix pour avoir des signaux d'entrée, c'est le signal du comportement du stochastique par rapport au cours qui va me donner un signal de prise de position. Ça n'est pas le prix en lui-même. Alors,
donc voilà, donc bon, en fait c'est finalement le gros débat actuellement. Bon, Mais on pourrait, clairement le marché haussier, mais il y a une question précise par alors, contre. encore une fois, moi je suis très vendeur moyen long On est terme sur d'accord. le CAC. Hein. On est d'accord. D'ailleurs, il suffirait de Mais regarder. pas vendre aujourd'hui. Ah non, parce pas que là, aujourd'hui. c'est contre Ah non, tendance. on avait hier un magnifique justement, signal acheteur. Des vendeurs Oui. moyen long terme du CAC. Là. Oui. Parle-moi de ces graphiques moyen long terme Voilà. qui te font vouloir vendre le CAC Ah, mais c'est. en 2016. Regardons simplement. Alors, allons directement sur un graphique en propre, hein, mensuel. La 8 fois 5 minutes. Prenons long terme. Je vais te piquer la méthode, Antoine. 8 fois 5 minutes. Allons sur le mensuel. Mensuel. Ok. Alors attends, je vais retirer les. Donc là, nous sommes sur le 5 minutes. Ok. Le mensuel. Voilà. Compactez bien le graphique. Là, on va faire une analyse long terme. Alors là, il n'y a pas plus basique pour quelqu'un qui connaît un poil l'analyse technique pour voir qu'il y a donc une oblique baissière qui passe par 3 points hauts. Que le marché a tapé. Absolument. Qu'on a tapé. Absolument. Ok. Qu'on a tapé à la suite d'un excès haussier. Quelles sont les figures qui vous disent qu'on a fait un excès haussier? Ben, vous avez un marteau inversé ici, qui est sorti de la bande de Bollinger. On appelle ça aussi une étoile filante. C'est-à-dire qu'on a fait un excès haussier, puisque sortir de la bande, c'est faire un excès ici. Et on a une divergence baissière classique. On a une divergence baissière classique ici. C'est-à-dire que cette tendance qui était haussière jusqu'ici allait probablement se retourner à la baisse. Là, voilà, on a une divergence baissière classique ici sur un excès haussier. Ici, elle est propre. Des cassures de momentum. Donc Absolument. ça, c'est le graphique de fond. Ça, c'est absolument. C'est du scénario mensuel. bear C'est du de long terme. mensuel. Sauf que le long terme, ça peut se déployer, ça peut prendre des mois. Absolument, bien entendu. Mais en tout cas, il y avait une énorme résistance ici. Et le marché n'était pas prêt de casser cette résistance avec la divergence classique qui était ici. Et à partir du moment où le marché avait clôturé ici sous la moyenne mobile 20, vous voyez que pour moi la moyenne mobile 20 est un gros support, la rouge ici, celle-là, non, c'est celle-ci. D'accord, ok. Là, ici. voilà. Donc ça, c'était en septembre 2015. Absolument. Pour moi, il y avait déjà une énorme probabilité qu'on aille au moins au bas de la bande de Bollinger. Ce qui a été fait en février. Absolument. Si on prenait à ce moment-là le mensuel, comme c'est le cas ici, comme de tendance primaire, donc de long terme, donc je deviens baissier ici sur du primaire, avec une force vendeuse de cette divergence classique, d'accord? À ce moment-là, j'allais m'intéresser à une tendance secondaire sur de l'hebdomadaire. Et si on regardait le graphique en hebdomadaire, voilà, on remarquerait qu'avec une moyenne mobile 8 sous la moyenne mobile 20, on est baissier lui aussi. C'est baissier. Absolument. Mais là, on voit bien la dive dont tu parlais. À court terme, effectivement, il y a une force haussière qui est en fait une... Voilà. Évidemment, cette force haussière, elle peut s'arrêter ici au niveau de la moyenne mobile 20 de Bollinger. Alors, on va rencontrer un gros obstacle au niveau de la moyenne mobile 20 de Bollinger. Donc la moyenne mobile 20 de Bollinger qui est à 4500 bon, à l'heure actuelle, mais elle sera certainement plus basse. Et on a le niveau de chartis 4430. Et pour moi, la moyenne mobile 20 ici est une énorme résistance à franchir. Donc, à court terme, entre guillemets, on a une force acheteuse si on prenait l'hebdomadaire en primaire, mais on a une énorme résistance sur qui est la bande de Bollinger, la moyenne mobile 20 de Bollinger, pardon. Donc ici, tout simplement aussi, si on regardait, on a une énorme figure chartiste, une espèce d'épaule tête-épaule, pas parfaite ici, hein, dont on a cassé la ligne de coup, qu'on pourrait la tracer ici. Qui existe aussi sur l'USD Yen d'ailleurs. Absolument. Donc voilà, là, absolument, c'est du basique là aussi. Je n'invente rien, c'est vraiment, c'est du chartisme. C'est du chartisme. Hein. Et donc, cette figure chartiste, elle nous donne un objectif théorique, bien entendu, ça n'est que théorique. Mais là aussi, on peut mesurer le sommet de la tête par rapport à la ligne de coup, le rapporter à la baisse. Et ensuite prendre des paliers de Fibonacci pour voir les étapes intermédiaires. Je la tape voilà, tout à fait. Je te la prends, tu veux que je te la prenne non, à la verticale sur la ligne de coup. À la verticale. Alors attends, faut que je fasse autrement. Alors. Ouais. Faut pas que je passe comme ça. Hop, on va faire extension en free-end. J'attrape là, à la verticale. Voilà. Et je te le reporte au point de cassure. Et on le reporte au point de cassure, tout simplement. Vous voyez, c'est l'analyse technique pure et dure ici, mais avec des arguments puissants que sont les normes résistances. Point de cassure. Voilà. Ici.
C'est là. Non, il faut reporter à la baisse ici. En fait, En fait, j'arrive pas à le saisir. il faut Là, reporter. j'ai pris l'extension totale. Voilà. On va faire comme ça. Hein. Normalement, c'est ça. Hein. Ce qui nous donne ces objectifs-là. 3534, 3213 Voilà. et 2700 points. Ok. Bon, alors si on prenait 100% de la baisse ici, ça nous ramène effectivement autour de 3200 points. Entre-temps, évidemment, si on prenait Monsieur Leonardo Fibonacci, qui est merveilleux, si on prenait 61,8% de ce mouvement, on va se retrouver autour de 3600 points. Donc moi, mon objectif... En plus, c'est un niveau de chartiste, 3000, c'est cette grosse zone. Voilà, tout est lié, ça n'est pas le fruit du hasard, hein. Il y a une concordance assez rigoureuse, assez parfaite. Donc 61,8% de ce potentiel de baisse nous donne une target. À terme, à 3600, quoi, 3600, Voilà. 3600. Donc je suis évidemment très fortement vendeur sur cet horizon de temps, évidemment beaucoup plus long terme, mais à court terme, et c'est le cas depuis qu'on a cette divergence classique en hebdomadaire, qui va nous amener très probablement au bord opposé de la bande, ou en tout cas ici, d'ailleurs, quand on regarde le graphique, ça ne sera qu'un pullback sur la ligne de coup, qui a été cassée, qui est légèrement oblique ici. Donc voilà. Donc pour moi tout ça concorde. Hein. Alors ça n'est pas une science exacte, ça ne le sera jamais, mais les probabilités sont pour moi très très claires ici. On remonte à court terme. Donc à court terme, on a un potentiel d'achat, tout à fait. Et après certainement on sera vendeur. Ceci dit, moi je ne passe pas vendeur tant que je n'ai pas un signal vendeur. Ça n'est pas un prix qui me fait descendre, c'est un signal de la méthode. Hein. Ok. Non mais on voit bien, on comprend bien, c'est très clair le topo sur le CAC. Alors, il y a des questions qui sont arrivées. Question de Yass. Pourquoi utilisez-vous une MM8 plutôt qu'une MM7 utilisée habituellement? MM8 qui est ici. Oui, alors pourquoi une moyenne mobile 8 Là aussi, les stagiaires qui me connaissent l'origine de cette moyenne mobile 8. À mes tout débuts, quand j'étais vraiment... puisque là, je suis un autodidacte pur, hein, à mes tout débuts, j'ai tâtonné, j'ai cherché. L'école internationale du trading n'existait pas encore. Et donc, je me suis rendu compte, lorsque je prenais une position à l'achat, à la hausse, qui était basique, basée sur un rebond, sur un support ascendant oblique. En fait, il ne pouvait pas y avoir plus basique que ça. Je savais que la probabilité du rebond, elle était relativement forte, si j'avais bien tracé ma droite de tendance. Le seul problème, c'est quelle va être l'ampleur du rebond. Et là, j'étais évidemment bien enquiquiné pour fixer un objectif, pour fixer un tuteur, quelque chose qui me permette de savoir à quel moment il était pertinent de prendre mes bénéfices. Évidemment, là aussi, me basant sur le chartisme pur et dur, et évidemment, ça n'est pas suffisant, le chartisme pur et dur, lorsque j'avais une figure de retournement baissière, j'étais tenté de prendre des bénéfices, c'est-à-dire un avalement baissier validé, un harami baissier, enfin tout ce que vous connaissez. Je sortais de ma position haussière. Et combien de fois à la suite de ça, le marché continuait à repartir à la hausse, et moi j'étais là planté avec des petits gains, frustré. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, mais si je trouvais une moyenne mobile qui soit suffisamment proche du cours pour me permettre de me servir de tuteur, c'est-à-dire de considérer que je pouvais garder ma position haussière tant que je n'avais pas clôturé sous cette moyenne mobile, et suffisamment loin aussi pour ne pas me faire sortir intempestivement, ça m'aiderait à optimiser mes gains. Et c'est comme ça que j'ai testé évidemment les différentes moyennes mobiles, évidemment 2, 3, 4, ainsi de suite, et je me suis arrêté sur la 8, qui était en fait un bon compromis, qui me permettait d'optimiser mes sorties de position. Alors aujourd'hui, cette moyenne mobile ne me sert plus à ça, je dirais, puisque elle me sert encore à ça lorsque je peux exploiter une cassure, un breakout, une cassure violente d'un petit canal. Effectivement, la moyenne mobile 8, elle est très réactive, elle accompagne bien le cours à la hausse sur la baisse, selon le sens qu'on a pris, et là, à ce moment-là, cette moyenne mobile à 8 unités de temps, elle est parfaite pour optimiser ma sortie, puisque mon signal de sortie dans ce cas-là, c'est le fait de clôturer sous la moyenne mobile 8, évidemment, si on est à la hausse, ou au-dessus de la moyenne mobile 8 à la baisse. Alors, pourquoi la 8? Parce qu'encore une fois, c'était ce compromis alors, la 7 ne doit pas être trop mal non plus, puisqu'elle est assez proche de la 8, mais je dirais que cette moyenne mobile 8, aujourd'hui, elle est très, très, très polyvalente et très pertinente dans ma stratégie. On a Alain, on va revenir sur Alain qui nous dit, je croyais que cette émission devait nous montrer du trading en live, mais on va essayer de 5 minutes, alors on va y aller, voir les choses en live, bien sûr. Là, je vous explique la philosophie et le contexte. Pour ça, il faudrait se mettre donc, prenons le... Bien clair. Tout à fait. Alors, en 5 minutes. En 5 minutes, dans un 30. Alors, on retrouve d'ailleurs ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc, vous voyez que... Oui, pardon. Donc, la fameuse MM8 pour 5 minutes qu'on est en train de briser. Absolument. La cassure du jour, c'est les 4003, on va quand même les mettre. Voilà. Je te laisse t'exprimer. Donc là, le marché
ici, il est en train de respirer, comme on pouvait s'y attendre. Hein, on voit qu'on a cassé la moyenne mobile 8 avec un avalement, même si... l'EMA 8, pardon. Ah, c'est la moyenne mobile exponentielle. C'est une exponentielle, 8. Donc effectivement, là, le marché, il est en train de prendre ses bénéfices, il est en train de respirer, c'est-à-dire de descendre à contre-courant de sa tendance, n'est-ce pas? Donc l'indicateur est en train de descendre lui aussi, bien entendu. Hein, mais l'indicateur, toute proportion gardée, par rapport à des creux précédents, descend beaucoup plus. Bon, regardez Vincent, regardez par rapport à ce creux ici, on voit bien que l'indicateur est déjà en train de faire des bas plus bas, alors que le cours ne fait que respirer. Voilà. Ce qui permet de faire confiance à voilà. cette avancée. Là. Donc effectivement, cette baisse, qui n'est qu'une respiration, est en train de s'amorcer. Et elle est assez logique, puisque ce sont des prises de bénéfices, hein, tout simplement. Alors, idéalement, si l'indicateur pouvait aller jusqu'à la survente, ça serait très bien. Il n'ira pas forcément. L'important, c'est qu'il y ait un décalage. Et à un moment donné, au niveau de la moyenne mobile 20, qui est la médiane de Bollinger ici, il se pourrait que nous ayons effectivement un coup de frein de la baisse. Et à ce moment-là, peut-être que nous aurons un signal acheteur si on a donc ce que j'appelle une validation de la divergence. Mais pour le moment, le marché doit respirer. Pour revenir dans cette zone-là. Pour revenir dans la zone de la moyenne mobile 20, dans le moindre des cas, ou respirer davantage. En tout cas, pour le moment, la moyenne mobile 8 est restée au-dessus de la moyenne mobile 20. Si elle venait à couper la moyenne mobile 20 à la baisse, effectivement, à ce moment-là, la moyenne mobile 20, qui jusqu'à présent est un support, deviendrait une résistance. Ça veut dire que pour avoir un signal acheteur, il faudrait repasser au-dessus de la moyenne mobile 20. Il faudrait qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile 20. D'accord. Donc là, en l'état, si par exemple le marché retombe sur la MM20, c'est pas un signal de trading à l'achat. Mais on peut avoir éventuellement un signal. Si, on aura peut-être un signal au niveau de la moyenne mobile 20. Pour l'instant, le marché fait un flat. Absolument. Pour le moment, moi, je n'ai pas de signal exploitable dans ma stratégie, hein, encore une fois. Hein. Moi, je ne prétends pas pouvoir exploiter toutes les opportunités du marché. Absolument. Ce que je prétends, c'est que lorsque j'ai un signal de ma stratégie, qu'il ait une forte probabilité d'être bon. Voilà. Donc pour le moment, il me faudrait ici une divergence haussière cachée validée par un avalement, un rami, etc. Et de préférence au niveau de la moyenne mobile 20 pour la respiration. Alors est-ce qu'on peut mettre les points pivots Oui, on peut. Voilà, vous remarquerez en plus qu'on est pile poil sur un énorme point pivot. Donc là, le marché, il prend ses bénéfices. C'est d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure quand la question m'a été posée sur les targets, c'est un objectif que j'utilise en day trading, puisque les points pivots sont quand même des supports et des résistances majeures à l'échelle du day trading. Donc là, voilà. Donc momentanément, là, le marché, il retrace. Il est quand même solide, hein, parce qu'il fait qu'un flat. Absolument. Donc déjà, bon, je n'ai pas vu la cassure là ce matin, mais déjà le fait d'avoir cassé les 4300 était un signal de force, hein, puisque c'était une énorme résistance, dont j'attendais la cassure déjà depuis plusieurs jours, qui ne s'est pas faite. Hein, voilà, ça s'est fait ici. Ça s'est fait en plus avec un magnifique drapeau haussier. Hein. Voilà. Donc là, j'attendrai une validation d'une divergence haussière cachée, c'est-à-dire la fin d'une respiration. Là, pour le moment, je n'ai pas de signal, la fin de respiration qui sera matérialisée par une figure de retournement qui validera la fin de la respiration, qui sera donc le signal d'achat. Là, on a le sentiment que le marché fait un flat, qui pourrait redémarrer. Ah oui. Comment tu pourrais exploiter éventuellement si le marché fait un range, dérive à plat, oui. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, le fait que peut-être la 20 x 5 minutes revienne à son contact serait une façon de gérer son risque pour prendre le mouvement? Oui, je pense qu'on ira certainement au niveau de la moyenne mobile 20 avant de casser ici. Hein. Et c'est là que généralement, quand un point pivot a été tapé pour la première fois d'une journée, et là, même s'il y a plusieurs bougies, je considère que c'est la première fois qu'il a été tapé, il est particulièrement solide. C'est-à-dire que le marché va prendre des bénéfices là-dessus. À un moment donné, un signal de la méthode avec une forte respiration, c'est-à-dire avec un indicateur stochastique en survente, hein, et une validation de figure chartiste, à ce moment-là, la probabilité qu'on casse ce point pivot devient très très forte. Mais pour le moment, je n'ai aucun signal, je laisse simplement le marché plutôt respirer. Alors,
à plus court terme, on pourrait regarder une minute pour voir effectivement éventuellement une cassure. Mais là, je pense que le marché a besoin de respirer avant de pouvoir repartir. Et cette respiration, donc, elle peut nous amener au niveau de la moyenne mobile 20, en tout cas dans la zone de la moyenne mobile 20, qui est un très bon support. Encore une fois, pour moi, la moyenne mobile 20 de Bollinger, c'est un support sur une tendance haussière. On voit d'ailleurs que l'indicateur tombe alors que le prix reste flat. Alors que le prix reste flat. Mais bon, pour moi, ça n'a pas assez respiré pour le moment. D'accord. On peut regarder le 1 minute éventuellement pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc à plus court terme. Ça, c'est le 1 minute du CAC. Absolument. On voit bien les bandes qui se sont mis à plat. Absolument. Là, on est vraiment à plat. Il y a même une divergence baissière classique ici sur du 1 minute. Donc tout ça nous amène dans un... Voilà. Pour le moment, je n'ai strictement rien d'exploitable ici. Voilà. On pourrait avoir un breakout ici sur du 1 minute, effectivement, avec un beau drapeau, etc. Mais pour le moment, je pense que le marché a besoin de respirer un peu plus. Et ça serait beaucoup plus simple pour reprendre le train en marche. La méthode est basée sur la prise de position à la fin d'une respiration. En fait, on reprend appui sur la force de la tendance primaire et secondaire, mais à la fin d'une respiration. Donc cette respiration, elle est nécessaire pour pouvoir ensuite prendre une position avec un certain potentiel derrière. Sinon, rentrer trop tôt sur une respiration qui n'a pas fini de respirer, si j'ose dire, ça le risque complètement. Et de se retrouver très vite invalidé et très vite à faire. Donc là, si on se met en revenant sur le 5 minutes, voilà, sur le 5 minutes, on pourrait, par rapport à la cassure ici, mesurer, bon, mais c'est pas, ça va être très très parlant, le marché a besoin de respirer, on va le laisser respirer. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, vous remarquerez que l'indicateur descend plus que le cours. Ce qui met en évidence le fait que ça n'est qu'une respiration. Alors cette respiration, le problème qu'on a actuellement, c'est que soit pour prendre la forme d'un flat et relancer, laissant l'indicateur retomber, soit être un peu plus profonde. Et là, on n'a pas la réponse parce que le marché travaille à 8 fois 5 minutes. Tout à fait. Donc, vous voyez ici, bon, imaginons, on a quand même une divergence. La respiration, elle n'est pas suffisante à mes yeux ici. Hein. Si on validait une figure de retournement, le marché va sans doute repartir un petit peu, mais il n'aura aucune force. Je n'irai pas si je ne suis pas au moins au niveau de la moyenne mobile 20. Ouais. Pour l'instant, on consolide à plat. Absolument. Tu regardais l'euro-dollar, parce que j'imagine qu'il se replie. Ouais. Moi, l'euro-dollar, j'ai toujours pensé qu'il menaçait de briser les 1,0970 indices pour des raisons fondamentales. Je te laisse t'exprimer. Alors, tu es sur du l'euro-dollar, ben là aussi, mettons-nous en journalier. Tu es sur du journalier, ça y est. D'accord, c'est le journalier. Mettons les outils. Les indications. Alors, attends, hop. Voilà. Et on applique ton modèle. Décidément. J'essaye de mettre, voilà, et on applique ton modèle, donc tes outils, appliquer le modèle d'Antoine, et nous, je vais pas sélectionner le modèle, Antoine, voilà, donc, voilà. Ok. Alors, on est bien couvert par la moyenne mobile à 8 jours, moyenne mobile exponentielle à 8 jours, quitte bien la tendance, on a croisé à la baisse la 20, je te laisse. Oui, mais je n'ai pas de divergence ici. Alors mettons-nous en 4 heures. En 4 heures sur l'euro-dollar. Voilà, en 4 heures l'euro-dollar. Ok. Donc en 4 heures. Alors ici, on a. Alors là, le 4 heures est assez bluffant parce qu'il donne une belle divergence baissière cachée en 4 heures. Ce qui veut dire qu'à la clôture de la bougie qui est en train de se faire ici, on a un potentiel de baisse assez important. Il faudrait pour autant vérifier le journalier et l'hebdomadaire. Prenons l'hebdomadaire vite fait pour voir. Alors, l'hebdomadaire n'est pas baissier ici. Voilà le weekly. Ouais, le weekly n'est pas baissier. On est dans une zone, oui, mais on n'est pas. Il faudrait le stochastique. Pardon. Je sais pas pourquoi le stochastique il saute comme ça. Ouais. On va charger. En daily, on l'a. Ok. Et voilà, le stochastique en weekly. Ok. En weekly, il n'y a pas grand chose ici. Prenons du plus court terme à ce moment-là.
Prenons 30 minutes. 30 minutes. Ouais. 30 minutes. Je n'ai pas de divergence ici. J'ai juste une tendance court terme baissière. Alors, 30 minutes. Allons voir le 5 minutes. 5 minutes. Ok. Bien coiffé entre la 8 x 5 Ouais. minutes et la bonne basse. Ok. Allons voir du 1 minute maintenant. Ouais. Bon, il y a eu un signal ici, mais il est déjà passé, vous allez me dire. Hein, là, vous voyez, sur du 1 minute en tertiaire, j'avais un signal vendeur ici sur la cassure sous la moyenne mobile 20 qui est ici. La bougie rouge qui est là, puisque j'ai une divergence baissière cachée sur une tertiaire en 1 minute. Et c'était à quelle heure ça, Vincent? Ce matin, c'était tout à fait. Voilà. Bon, le marché action. Effectivement, voilà, le marché action est parti à la hausse. Il y a une question qui revient régulièrement. Ouais. J'en fais la synthèse. Ouais. Quand tu prends une position, comment vous placez votre stop? La gestion du risque. Alors moi c'est pareil. Alors, il est financier, il est quoi? Il est technique, il est quoi? Moi j'utilise les outils qui existent. Pour moi, j'utilise la théorie de dos. Dans une tendance baissière, je me protège au cas où le marché remonterait. Donc je mets mon stop si je suis baissier au-dessus du haut qui précède. Là en l'occurrence, mon signal vendeur aurait été ici, l'entrée de la bougie rouge là. J'aurais mis un stop au-dessus du haut du mouvement. Vendu à 1,10-20, voilà. Mis le stop à... Au-dessus de la mèche de cette bougie là. Absolument. Ok. Là c'est pure théorie de dos. Bon, je considère que c'est assez fiable. Hein. Sur une tendance baissière, vous avez un marché qui fait un haut plus haut. Bon. D'accord. On va laisser ça sur l'euro-dollar. Donc, ce qu'on est en train de voir sur le 1 minute sur l'euro-dollar, c'est assez intéressant aussi, c'est que on voit que l'indicateur est déjà en surachat. Oui, Luc, donc à nouveau Antoine et Vincent. Voilà, un coup de fil pour savoir où est-ce que vous en étiez à Barcelone après avoir pris des bénéfices sur vos achats du matin sur les indices. En fait, pour être en live, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament du live, Antoine, on l'a vu, est un expert dans le trading à travers des méthodes qui ont largement fait leur prouesse. Nous, en live, je sais pas si tu te rappelles, Vincent, on avait donné nos signaux d'entrée qui étaient au-dessus de 31,50. On a vu un marché qui a donné 4, 5, 6 points en scalp puisqu'on a attrapé. Ici, tous les traders ont pris de l'argent. On avait une target sur l'euro-dollar qui, a priori, est en train de se finaliser, qui était à 1,1000. On l'a annoncé clairement haut et fort ce matin et c'est en train de se faire. Moi, je reste quand même dubitatif sur cette consolidation qui est en train de se faire aussi bien sur les indices FCE que le DAX. Pour moi, il y a une reprise de position au-dessus exactement. Hein. Pour moi, en live, il y a une reprise de position au-dessus du plus haut précédent qui est à 4300, exactement 41,50. On peut reprendre position de 41,50. Je suis, moi, dans l'objectif de 4400. Hein. Je m'attends effectivement à 4400, ce qui pourrait être très, 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 très bien. Si on a le temps... Je partage cet avis, Luc. Le 4400 me paraît très, très probable. Je partage votre avis. J'ai pas entendu Antoine. Oui, je disais, Luc, je partage votre avis. Le 4400 me paraît très, très probable sur le CAC à court terme. Parce qu'encore une fois, Antoine et moi, on est parfaitement complémentaires. Lui est plutôt systématique avec des indicateurs techniques, moi plutôt discrétionnaire avec l'ensemble des indicateurs. Voilà, 4336, on cherche le 41,50 pour passer au-dessus et aller chercher 400, 0,0. Pour ce qui est de l'euro-dollar, moi j'ai vu pas mal de messages passer ce matin. L'euro-dollar, pourquoi il se casse? Moi, à mon avis, c'est simplement une réaction psychologique de marché. C'est simplement les tech profits qui ont été attrapés. Et surtout, si vous avez bien regardé hier le marché était extrêmement manipulé aussi bien vers le haut que vers le bas. C'est-à-dire que la dangerosité du marché actuel, c'est de prendre uniquement position sur des critères de chartisme ou sur des critères d'indicateurs. On prend position sur le marché avec un ensemble de conditions qui vont vous donner une quasi-certitude. C'est ce qu'on apprend chez Boursier Assistance et chez, effectivement, au Trader Ultimate Programme, qui est le programme de trading qu'on enseigne à Barcelone. On va le faire en live. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse partir en live, qu'on puisse donner à nos auditeurs du live, de façon à ce qu'on puisse se voir sur le marché. Je vous rappelle qu'on est sur le FCE, le CAC et le DAX. Donc le DAX, on a attrapé 2 points, c'est du pur scalp, hein, très très rapide. Il n'y a pas grand chose à faire au moment où on parle parce qu'on est sur un range.
Donc soit le marché engage et dans ce cas-là on va pouvoir passer nos positions et nos trades en live, soit on est en attente, on est en range et dans ce cas-là on va un petit peu patienter. On n'a pas beaucoup de stats éco aujourd'hui, hein, Vincent. Il n'y a pas beaucoup de stats éco, il n'y a pas beaucoup d'actu en fait. Bah oui, on termine la semaine. Il doit y avoir quand même quelques chiffres US, mais à mon avis, on est vraiment soutenu par Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'était la séance du 24. Je me souviens à l'ouverture de la session US mardi, lorsque le marché était au plus bas. Je suis d'ailleurs un chiffre US. Journée, hein. C'est le pétrole c'est le pétrole qui nous a sauvés. Donc, non, moi, je suis d'accord avec toi, Luc, et avec Antoine sur le fait que là, on casse des résistances à court terme. Par contre, ce qu'on a vu avec Antoine tout à l'heure en prenant le recul des graphiques de moyen long terme, c'est que le marché, ok, il remonte à 4400, 4430, mais que c'est clairement des niveaux de prix où là, il pourrait être revendu à moyen terme. Mais il faut pas shorter aujourd'hui. Faut pas shorter aujourd'hui, ça c'est clair. C'est clair. Les gros mouvements, et j'ai vu un commentaire passer qui était pas très sympa, mais c'est pas grave. Mais le type avait raison, en fait. Il expliquait que le trader, en fait, c'est le matin à 9h. Il y a le PIB aux États-Unis quand même, à suivre. Mais ouais, mais j'ai envie de lui dire, c'est gentil, c'est même pas 9h, c'est 8h, garçon, qui faut être dans le marché. Et si tu te lèves de bonne heure, c'est même avant pour regarder ce que fait le marché Asia. Quand tu regardes ce que fait le marché Asia, t'es devant le marché à 8h, et à 8h, t'es prêt à attraper, ça c'est clair. C'est évident. 9h, c'est fait pour la seconde vague. Les gros traders, soit qui sont sur les futurs, les contrats à terme, les options, vont travailler le marché en pré-ouverture, sur le futur. Comme ce que j'apprends aux traders ici, quand vous voulez rentrer l'après-midi, vous allez attendre la pré-ouverture du marché US. En ce moment, 14h30, on a le futur qui commence et qui donne la donne, effectivement, sur les marchés américains à l'ouverture. Ce qui a permis pour les traders futurs ce matin de voir le gap de 50 points qui est sur le PXI avant même qu'il arrive. Parce qu'on a vu, nous, effectivement, le FCE qui montait comme un fou, et on savait que le PXI derrière allait effectivement le rejoindre. Alors, ce qui est antiquinant juste pour aujourd'hui, l'emmerdement aujourd'hui, c'est t'as un gap qui t'amène vers le bas, qui t'aspire à 4292 pour aller chercher 4245. Donc ça, si on fracture 4292, 48, on ira chercher au moins la moitié du 4245. Et si on fracture au-dessus de 41,50, moi je reprendrai position acheteur cette fois-ci et tranquillement, gentiment, aller chercher le 4004, peut-être sortir un petit peu avant parce que 4004 ça sera la fin du gap du 1er février 2016 acheteur. Si vous ouvrez vos graphes, 1er février 2016 acheteur, vous avez un gap et vous arrivez quasiment à 4,4. Et 4,4 pour moi, ça sera le signal de sortie de la fin de journée. On est sur une semaine quand même assez incroyable. La plus dure des journées, c'était hier. Et rappelez-vous, ceux à qui vous avez pris de l'argent, ceux à qui vous avez pris du pognon, ils veulent en prendre aussi. Donc il n'y a pas de mystère. On est vraiment sur un jeu à somme nulle sur lequel ceux qui gagnent prennent à ceux qui perdent. Et ceux qui perdent ne veulent pas se laisser avoir comme ça. On n'est que sur de la correction technique. C'est uniquement technique. C'est que du take profit là. Il n'y a pas de gros mouvements fondamentaux qui bougent. Hormis le pétrole dont tu as cité le truc tout à l'heure, Vincent, c'est clair que le pétrole en ce moment fait bouger le pétrole, le dollar, les actions liées au pétrole et les indices bien évidemment. Alors, ok, écoute Luc, écoute merci. On va reprendre nous avec Antoine, du coup. Ouais, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ouais, bien sûr. Et puis si je vois un truc, de toute façon, je t'enverrai un message pour reprendre la parole. On fera du live. Donc, je vous rassure. Chez Boursier Assistance, ce qui est très important, c'est pas d'enseigner de la théorie. Antoine Quesada est un trader à succès qui trade en live avec des stagiaires. Moi, ici, vous pouvez en attester, tous les stagiaires sont autour de moi. On a de l'argent, des minéraux sonnants et trébuchants. On est dans une période où il faut absolument que vous tradiez en live. Et il n'y a pas d'autre école que Boursier Assistance qui trade en live, je vous traite. Nous, on trade en live, on met notre argent sur la table et les stagiaires ils font de même. Et ce qui est drôlement important, c'est qu'ils ressortent avec ça. Boursierassistance.com, traderultimateprogramme.com pour les gens qui veulent effectivement trader du discrétionnaire et que du systématique. Vous voyez tout ce qui est très important, les starts, les stops, les targets, comment les placer, gérer sa position, son money management et ainsi de suite. C'est des choses fondamentales. Je le dis, ça sera le mot pour vous laisser relaisser la parole, c'est très important. Pour devenir des traders et vivre du day trading, vous n'avez pas besoin de sortir d'une école de commerce, de finance et autres. On peut tous prendre la revanche sur la finance. On peut tous se sortir de cette crise grâce effectivement au trading. Il faut apprendre le day trading. Merci Vincent. Merci Luc et bonne journée à Barcelone et on reprend avec Antoine. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec ce CAC en 5 minutes parce que les auditeurs mettent en avant des résistances. On teste une résistance et clairement il y a un débat. Est-ce qu'il faut vendre maintenant le CAC ou est-ce que c'est trop tôt? Allez Luc, bonne journée. Non, c'est trop tôt. Ciao, bye bye. Ciao.
Antoine, tu as la Oui. parole et jusqu'au bout cette fois-ci. D'accord. Alors, moi, je ne vends pas, enfin, je serais vendeur si j'avais acheté. Je ne suis pas quelqu'un qui, parce qu'on en tape une résistance, devient vendeur à découvert. C'est pas comme ça que je fonctionne. Il me faudrait, pour être vendeur à découvert, avoir une tendance baissière. Hein, donc, toujours pareil. Hein. Évidemment, l'horizon de temps que j'aurais choisi en fonction de l'état du marché. Imaginons même un 30 minutes baissier, un 5 minutes baissier. J'irai chercher des baissières cachées sur le 1 minute. À ce moment-là, je serai vendeur sur le 1 minute. C'est un exemple. Voilà, là, je suis vendeur lorsque j'ai acheté quelque chose qui atteint une résistance et mon objectif. Donc là, on le voit bien, le CAC il est sur une énorme résistance, il est sur un point de pivot, donc il a besoin de respirer. Vous voyez qu'il se rapproche de la moyenne mobile 20 de toute façon, ou plutôt la moyenne mobile 20 se rapproche de lui, les deux. Et voilà, éventuellement sur cette zone-là. Mais je crois qu'il y a une stat quand même importante tout à l'heure, à 14h30, effectivement. Chiffre américain Voilà, cet on voit, après-midi, deuxième voilà, estimation bon. du PIB US. Voilà. On voit la bande de Bollinger ici qui se referme. Voilà. La volatilité se réduit considérablement. Donc on est sur une grosse résistance là de court terme. Effectivement, au niveau de la moyenne mobile 20, on aura peut-être quelque chose, mais ça n'aura pas beaucoup de force. Il faudrait que l'indicateur revienne au moins en zone de survente, ce qu'il va certainement faire. Hein. Et à ce moment-là, un signal d'achat serait sur une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20. Un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur le alors, je lis moi, je lis également en même temps. Alors, c'est la contrepartie par rapport à certains commentaires, c'est aussi la contrepartie d'inviter des experts qui peuvent aussi un peu mettre en avant. Mais non, le vrai débat, par exemple, pour en revenir à Seb d'ATK qui met en avant beaucoup de résistants, le vrai débat, et Sébastien d'ATK qui est un technicien pointu, le CAC 40, la vraie question aujourd'hui, c'est il remonte à 4004 ou il s'arrête maintenant à 4340. Et là, on n'a pas la réponse. On l'a pas encore la réponse. Non, on l'a pas encore. Pour moi, il ira quand même à 4004. Hein. J'en suis, enfin, d'après mes analyses. Revenons sur le journalier. Pour moi, on ira au bord opposé de la bande, qui pour le moment est autour de 4004 et le haut précédent qui est à 4430 et quelques. Hein. À court terme, bien entendu. Enfin, quand je dis court terme, il faudra peut-être pas lui demander beaucoup plus. En tout cas, je pense qu'il y a encore un petit peu de potentiel de hausse qui n'est que effectivement basé que sur ma divergence classique de l'hebdomadaire que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, le fait qu'on a une classique également sur le 30. Je suis baissier à moyen long terme. C'est même très baissier. Confondons pas ce que non, absolument. Antoine dit ce matin tout à fait. Son moyen long terme. Tout à fait. Le graphique Monthly, Antoine, il est baissier complètement. à moyen long terme, sans hésiter. Sans hésiter du tout. Mais momentanément, le marché respire en fait. Quand tu regardes les indicateurs monthly, honnêtement, tu regardes le stochastique monthly. Avec une énorme divergence baissière classique sur le mensuel ici, avec cette voilà. Alors on l'a tapé à plusieurs reprises. Là aussi, je souriais quand j'entendais des commentaires disant voilà, on va certainement casser les 4200 et quelques. Mais on était sur une énorme résistance avec une oblique baissière, avec une clôture sous la moyenne mobile 20 qui devait de toute façon nous amener au moins au bas de la bande de Bollinger, ce que le marché a fait déjà sur du mensuel. Donc voilà. Donc là, on est profondément sur une tendance baissière qui n'a pas dit son dernier mot, bien entendu. On a fait simplement une cassure de support, qui est la ligne de coup ici de cette figure chartiste. Alors moi, je parle évidemment du chartisme parce que c'est ma passion, mais ce que je vois dans le chartisme, c'est pas simplement des graphiques, c'est le comportement des investisseurs. Et je vois très bien ce que traduisent ces graphiques. Hein, les inquiétudes du marché, les peurs, etc. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que depuis quelques semaines, et mes stagiaires, là aussi, je me répète beaucoup, mes stagiaires le savent, je m'intéresse à l'or, qui est en train petit à petit, déjà depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. On va parler de l'or. Voilà, de commencer. 1400 $, ça c'est ma question. Alors, au tout début, il y avait j'avais visé dans un tout premier temps, mais là, ça date un petit peu, les 1200 $ qui étaient... J'applique ton modèle. Voilà. Appliquer le modèle d'Antoine, maintenant je... Prenons un journalier, voilà. Ah, ça, tu as un weekly déjà. Un weekly, déjà. Le weekly, si on regarde le weekly, bon, on n'avait pas de divergence, on était sur une zone de support ici. La moyenne mobile 8 était passée au-dessus de la moyenne mobile 20, d'accord. Signal d'achat donné alors, c'est pas janvier. Voilà, pour moi, c'est pas, je ne travaille pas directement sur cette unité de temps-là, hein, puisque il me faut entrer sur autre chose. Si on regarde alors déjà ici, on n'a pas de divergence, mais on pourrait déjà fixer un objectif. On verra si le marché le permettra. On pourrait déjà fixer un objectif sur cette espèce de double bottom ici, avec la ligne de coup. J'ai pas pris le bon outil.
Voilà. Ah, ça. Un point de cassure ici. Ah, on voit qu'on a tapé déjà un 0,618 à 1264 et qu'on pourrait viser 1320. Voilà. Si on se met en journalier, voilà, dans une de mes vidéos qui sont postées sur le site, donc Boursier Assistance, j'avais ici identifié sur du journalier. Voilà. Vous remarquerez. Pas le stochastique, bon, ce qui se passe, mais voilà, on a ici quelque chose. On avait sur cette partie ici, Vincent, un biseau descendant. Là, c'est du chartisme pur et dur. Hein. Voilà, passant par 3 points bas ici, on avait un biseau descendant, essoufflement donc de la baisse, et surtout une divergence haussière classique. Alors on ne voit pas sur l'indicateur ici. Ah, c'est un petit peu dommage. Haussière classique ici, au niveau de cette bougie-là. Déjà, cette divergence haussière classique, elle vous disait quoi? Probable retournement à la hausse. Bon, ça c'est une chose. À la suite d'un biseau descendant qui dit essoufflement de la baisse, vous voyez que tout ça converge en fait. Hein. C'est une convergence d'éléments. On a cette magnifique bougie verte ici, qui a bien clôturé au-dessus de la moyenne mobile 20, qui a provoqué déjà l'amorce du mouvement de retournement à la hausse. Et par la suite, on a eu, là aussi, des figures chartistes qui nous donnaient des objectifs théoriques. Dans un premier temps, il y avait 1200, etc. Et là, donc, on assiste maintenant à, alors, même ici, hein. Alors, il faudrait compacter un petit peu plus. Voilà. Ici, on a une ligne de coup. On pourrait tracer. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir mesurer les différents paliers de Fibonacci. Là, je vais me servir évidemment de Fibonacci pour... Voilà. Il faudrait mesurer l'amplitude qui nous sépare entre la ligne de coup, qui est légèrement plus haute. Moi, je prends les extrémités des bougies. Hein. D'accord. C'est un bug, c'est pas vraiment un bug. Je peux attraper. Voilà, l'extrémité, je l'ai. Ok. Voilà. On va mesurer donc l'amplitude entre le creux le plus important ici et la ligne de coup. On va reporter tout ça à la hausse. Et on va mettre les différents paliers de Fibonacci. Au point de cassure, je te le mets? Au point de cassure, absolument. C'est là. Et donc... Tu veux quelles extensions? Toutes? Alors en fait, je vais prendre simplement, oui, tout absolument, le 23.6, 38.2, etc. Voilà, ils sont toutes. Voilà. Donc ici, alors combien j'aurais voulu voir, en fait, ce que j'aurais voulu voir ici, la 23.6, 23,6% de 100% de potentiel. Hein, c'est pas tout à fait des extensions au sens propre du terme. Je prends 100% du potentiel que me donne la figure. Évidemment, je ne suis pas sûr que ça se fera. Et à partir de là, je prends les différents paliers de Fibonacci. Vous remarquerez qu'on est allé sur 38.2, pratiquement presque 50% de Fibonacci. On a fait presque 50%. Bon, pratiquement 50% ici. Hein. Les 1264 représentent 50% de Fibonacci. Donc on ira très probablement à 1281 et ensuite les 100% à 1000. 100% c'est 1340. Absolument. Est-ce que 1340 c'est un seuil chartiste? C'est une zone de résistance. C'est une zone de résistance donc de l'été 2014. Tout à fait. Encore une fois, moi je ne fonctionne. Gros double bottom d'après tout. Gros double bottom ici, qui avait commencé par des petits double bottom dans un horizon de temps plus court et qui finalement pour les indices à terme. Complètement, ça converge. Et moi je pense qu'effectivement l'or petit à petit est en train de reprendre sa fonction première de valeur refuge qu'il avait perdu depuis pas mal d'années pour différentes raisons que je serais incapable d'expliquer parce que moi le fondamental ça n'est pas ce que je maîtrise le mieux, mais factuellement effectivement l'or reprend des couleurs et ce qui paraît cohérent par rapport à ce qui visiblement semble nous attendre sur les indices, c'est-à-dire la forte baisse qui nous attend encore. Donc tout ça converge parfaitement. Alors on va reprendre du CAC en 5 minutes. Alors, il y a une question d'un auditeur, c'est une question qui revient assez souvent, qu'ils ont bien compris votre méthode d'analyse, l'aspect, etc. Maintenant, ce qui les intéresse, c'est comment vous allez gérer une position. Si par exemple là, vous n'avez pas forcément envie de prendre le trade, et si vous preniez le trade, ce que veulent savoir les auditeurs, c'est si vous achetez par exemple maintenant, ou comment gérer votre risque. C'est souvent ce qui interroge les traders. Où mettre le stop. C'est une excellente remarque. Alors pour la petite histoire, ce qui est en train de se produire ici, bon, je ne pense pas que ça fera une cassure, mais on est en train de valider une divergence haussière cachée. Ce qui ne me plaît pas ici, c'est qu'on n'a pas suffisamment respiré. Hein, on a ici un indicateur qui est descendu nettement plus que le cours. Voilà, on a fait une figure de retournement ici qui s'est validée, mais le prix reste flat et la respiration, à mes yeux, compte tenu de l'énorme résistance sur laquelle on est, cette respiration n'est pas suffisante. D'accord. Si on était au moins en appui sur la moyenne mobile 20, ce qui n'est pas encore le cas,
ça laisserait une possibilité de rebondir. Là, je crains que ça reste un peu en latéral encore. En tout cas, que la hausse ici n'est pas du tout le potentiel qu'on peut Il y a des opinions espérer. opposées, par exemple, pour les visiteurs ici, donc il y a des gens qui visent 4600 sur le CAC. Bon, comme Oui, on est dans donc, une phase de importe. remontée, après une vive phase Oui. de correction, il y a les deux écoles. Ceux qui pensent que la baisse est définitivement terminée, qu'on monte à 4600, 5000. Moi, j'en fais pas partie, Antoine non plus. Ouais. Et d'autres qui pensent que là, c'est une reprise, alors, qui est profonde, et qui pourrait stopper sur du 4004. Imaginons, Alors, Antoine, imaginons, effectivement, qu'on prenne, imaginons, tout à fait. là on paye, on n'a pas forcément envie d'acheter, mais imaginons là on achète, Ici. où tu mets ton stop. Allez. Si tu shortes maintenant, où tu mets ton Alors, stop. si j'achète maintenant, c'est-à-dire la validation de cette figure, qui serait un signal d'achat si on avait respiré un petit peu plus. Là, je crains que la hausse qui risque de se faire ici soit vraiment insignifiante et nous mette en danger. Mais ça risque, vous voyez, ça commence à pousser un petit peu ici. Si on était en appui sur la moyenne mobile 20, ça serait mieux. Vous voyez, ça pousse un petit peu, parce qu'il y a une haussière cachée qui se valide, mais il n'y a pas eu assez de respiration à mes yeux. Donc, pour répondre à votre question, Vincent, qui est primordiale, parce que ça, on l'aborde pas souvent, alors que c'est ce que vous voyez, ça pousse un petit peu ici. C'est ce que j'aborde, moi, en formation. C'est comment se préserver, du risque qui est bien là. C'est-à-dire qu'on a une probabilité forte d'avoir raison, mais ça n'est jamais 100%. Donc, si j'étais rentré ici, à la validation de cette figure ici, qui est un rami validé, etc., la clôture de cette bougie me donne mon point d'entrée. Mon stop va être, vous voyez, ça pousse un petit peu. Elle est validée là, haussière cachée, mais elle n'a pas beaucoup de potentiel ici. Mon stop sera sous le bas qui précède le point d'entrée. Et donc le bas qui précède, ça va être la bougie la plus basse de ce mouvement. C'était 4300. Voilà. 4330. Voilà. À ce moment-là, effectivement, si le stop est tapé, il faut que ma perte représente ce que j'ai accepté de perdre, c'est-à-dire un pourcentage réduit de mon capital. Et ce pourcentage réduit devient donc mon risque acceptable. Donc si je prends le risque que j'accepte, la perte que j'accepte, je vais adapter en fait ma taille de position pour que si le stop est tapé, cette perte représente ce que j'ai accepté de prendre. En clair, je vais diviser la perte que j'accepte par la différence qui me sépare entre mon point d'entrée en position de mon stop, qui est ma limitation de perte. Ça va me donner forcément la bonne taille de position. Vous voyez l'avalement validé ici, ou le rami, je ne vois pas très bien, validé, la deuxième bougie verte ici qui est bleue, elle donnait un signal de divergence haussière cachée. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup respiré et je crains que ça n'aille pas très loin pour ensuite repartir à la baisse. Sinon, on a une validation quand même ici, vous voyez, de haussière cachée. Mais je suis persuadé que le marché attend à 14h30 les stats américaines. Vous voyez qu'on risque d'avoir maintenant une petite baissière classique. Honnêtement, on va voir, la journée sera longue, mais honnêtement, ce chandelier journalier là, que tout le monde voit et tout le monde, les uns se disent, il faut faire attention parce que moi je me souviens de cette séance-là, je peux vous garantir, rappelez-vous, mardi à 16h, on avait une grosse rouge ici, et tout le monde disait c'est la fin, on casse, mais là c'est pareil, ce chandelier il a aucune existence. Non. Ce soir on va avoir une énorme mèche haute et une réintégration, et c'est la fin du rebond. Donc ce chandelier journalier là, on peut même pas l'interpréter, il n'existe pas. La seule chose qu'on peut interpréter, c'est ça. Donc c'est l'intraday qui pour l'instant reste aussi. On verra ce soir. Si Wall Street nous fait une clôture horrible suite au statut S, et c'est terminé le rebond, on n'ira pas plus haut. Mais on peut pas l'exploiter. Donc par contre en H1, ça ce sont des chandeliers de cassure. Pour ceux qui ont day tradé, cassure, recassure, et ça monte, c'est tout. Absolument, absolument. Et on verra le chandelier de ce soir, il peut être horrible. Absolument, tout à fait. Mais la violente baisse de mardi, effectivement, on était d'ailleurs sur les marchés, certains ont travaillé même en réel, parmi les stagiaires qui sont ici, qui ont voulu venir, et on a pris une position très court terme, bien sûr, à la baisse, alors qu'avant la statistique, moi j'espérais, en fait, que le marché casse les 4300, ce qu'il n'a pas voulu faire, donc on a pris très court terme un petit coup de scalping à la baisse, mais c'est cette résistance de 4003 qu'il fallait aussi casser si on voulait prétendre aller un petit peu plus haut, c'est ce que le marché a fait tout à l'heure. Donc très court terme, voilà, il y a un petit potentiel de hausse. Vous voyez que elle s'est validée. Revenons sur les 5 minutes parce que elle s'est validée, mais on n'est pas en appui sur la moyenne mobile 20, donc le potentiel est réduit. Vous voyez, on va faire même une petite baissière classique ici, parce que le marché il a besoin de respirer davantage. Mais sinon, il y a une amorce de volonté de remonter, sauf qu'il n'a pas le carburant, parce que déjà il y a des statistiques importantes tout à l'heure, et qu'on est sur une méga résistance. Donc pour moi ici le marché, il faudrait qu'il descende au moins en survente pour ensuite repartir. Je vais me permettre de demander votre opinion sur le SP500, et puis on va terminer là-dessus. Alors. Et avant de passer donc aux prochains invités, donc le modèle d'Antoine, je voulais vous exprimer sur le S&P 500. Là vous êtes en weekly. D'accord. Alors en weekly, mettons-le même le mensuel. On va descendre les unités de temps pour commencer par le mensuel même. La séance sera vraiment importante sur le SP500 parce que soit c'est le double bottom, soit c'est
Voilà le mensuel du SP500. Alors, le mensuel, bon, effectivement, il y a eu un essoufflement de hausse, il y a eu des cassures, on a des mèches de rebond, court terme, visiblement. Revenons maintenant sur l'hebdo. C'est l'hebdo? Ça, c'est le weekly, hein, c'est les deux. D'accord. Ok. Alors, il est comme le CAC en hebdo. Il nous fait ici même une petite haussière classique qui n'est pas validée. Il nous fait une petite force de retracement contraire à la tendance principale, en fait, en hebdo. Hein. Tendance principale qui est baissière. Absolument. Mais il y a une force acheteuse de court terme ici, comme c'est le même weekly que le CAC finalement. Ici, sur cette divergence haussière classique. Allons voir maintenant le daily. Voilà, le daily, il nous fait lui aussi, il est comme le CAC, et surtout une divergence classique haussière ici. Hein. Et là, on a déjà clôturé ici. Bon, là, en l'occurrence, il a déjà dépassé ce qui est pour moi un objectif dans une tendance secondaire, qui est le haut précédent. Donc, il y a une force acheteuse ici. On a un double bottom, effectivement, qui est particulièrement beau. Chercher 1990. Absolument. Alors, vous pourrez tracer la ligne de coup et fixer des paliers. Pour le moment, effectivement, à court terme, il est acheteur. Hein. Je suis comme sur le CAC. Hein. Court terme, il est acheteur. Et on pourrait... Je peux juste attraper l'expansion de Fibo. Voilà, je la prends, okay, on les met, je vais les mettre. Hein. D'accord. Voilà, toutes les extensions de Fibo. Voilà. Donc le premier palier, il est là. Donc il me paraît très probable. Je ne vois pas de force contraire ici qui me laisse entendre un retournement, en tout cas dans cet horizon de temps. Pour moi, il est haussier, il a encore du potentiel de hausse. Absolument. Ah, ça c'est le niveau qu'on a cassé. Tout à fait. Donc on ira au minimum à 1979, ça me paraît très probable. Et là, on aura une méga résistance ici. 38,2 les 2000. Absolument. Donc ça, c'est voilà. Donc j'ai le même avis que sur le CAC, c'est-à-dire court terme, on a encore, d'après moi évidemment, une stat peut tout casser, mais d'après mes analyses, on a encore un peu de potentiel de hausse, aussi bien sur le S&P 500 que sur le CAC, mais sur du plus long terme, on est vendeur, quoi. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Bon, bah écoute Antoine, je te laisse dire le mot de la fin. Je vais faire la transition avec les deux prochains intervenants, donc voilà, je te laisse conclure. Très bien, écoutez, merci Vincent. Bon, comme vous l'avez vu, je suis un passionné. Et bon, l'analyse technique, c'est un outil. J'ai lu quelques commentaires sur le feeling du trading. Je pense que le feeling, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Quand on a beaucoup d'expérience ou de technique ou autre, le feeling, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'expérience peut engendrer le feeling. C'est-à-dire que l'analyse va se faire beaucoup plus vite et la répétition des situations que l'on a pu vivre avec ces outils-là permet d'avoir ce qu'on appelle le feeling, c'est-à-dire une impression rapide de ce que va donner le marché. Alors, en fait, c'est quand même basé sur l'expérience, ce qu'on appelle le feeling. Sinon, j'ai eu plaisir à être là aujourd'hui, à faire mes analyses. J'adore mettre en évidence ce que certains dans le fondamental ne peuvent pas voir, parce que là c'est vraiment le comportement des investisseurs, et qu'on le veuille ou non, le prix du marché c'est quand même les acheteurs et les vendeurs qui le fait, et avoir raison au bon moment c'est ce qu'il y a de plus difficile, et je ne vois pas comment sans une méthode d'analyse technique, plus l'expérience bien entendu, on pourrait avoir raison dans un timing aussi précis, et surtout avec des outils qui fonctionnent si bien ensemble. Donc voilà, j'ai eu plaisir à partager ma passion. Mes stagiaires qui me connaissent, bon, ils essaient en tout cas, je fais en sorte qu'ils captent la pertinence de mes enseignements et qu'au final, le trading ne soit pas un sport de haut niveau à gros risque, mais à risque justement maîtrisé par un money management hyper rigoureux, puisque ça c'est vital. L'idée c'est d'avoir raison plus souvent que tort, mais ça veut dire qu'on n'a pas toujours raison. Ça veut dire que ça ne doit pas nous coûter cher quand on perd. Et puis il n'y a pas ça n'est absolument pas dégradant d'avoir une stratégie qui ne fonctionne pas. Au contraire, c'est juste reconnaître que ça n'est pas une activité, ce n'est pas une science exacte. Et je dis toujours, tant mieux que ça ne le soit pas, sinon il n'y aurait pas de perdants, donc il n'y aurait plus de marché et on ne pourrait pas s'éclater sur les marchés financiers. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne journée à tous. Et à bientôt, j'espère. Merci Antoine, donc merci à Antoine Quesada qui est venu nous voir dans nos bureaux parisiens. Merci à Luc Vaudan qui a fait une intervention depuis la salle de marché de Boursier Assistance à Barcelone. Ils ont eu donc du trading live.
acheté, je crois, les indices, puis ils ont pris leurs bénéfices. Ils avaient une vente euro-dollar. Ils ont aussi encaissé à 1,10 $. Merci Antoine. Donc on peut te retrouver Antoine chez Bourse Assistance à Paris en tant que formateur principal, Merci comme tu le Vincent. disais. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'avis divergents, mais on est là pour ça. On enchaîne. Donnez-moi 5 minutes. Je reçois entre 11h et 13h Alix Bacos et Alexandre Guégo, où on va parler cette fois-ci d'allocation d'actifs, comment piloter en temps réel, donc à l'aide de la plateforme et d'un fichier Excel, petite macro, comment piloter en temps réel son allocation d'actifs. Donc là, ça va être théorique, mais ça peut être très utile. Restez présents et on enchaîne donc dans 5 minutes. Merci à tous.